17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Beurre FM. Très heureuse de vous retrouver dans l'actu autrement, tous les vendredis de 17h à 19h. 2 heures de débat intense, d'échanges, de discussions pour décrypter l'info. Bonsoir Malik. Bonsoir Rose, bonsoir à tous et bienvenue sur l'actu autrement. Et à notre micro ce soir pour nous accompagner, Karim Bouamran, maire de la ville de Saint-Ouen. Bonsoir. Bonjour. Martin Blachier, médecin en santé publique et épidémiologiste. Bonsoir. Alexandre Devecchio, journaliste et éditorialiste. Bonsoir. Fiona Lazare, députée LRM de la 5e circonscription du Val d'Oise. Bonsoir. Et Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et au sommaire de ce soir, la deuxième vague est là et elle est violente. Ce sont les mots d'Olivier Véran, hier ministre de la Santé. Et pourtant, après ces premiers jours de second confinement, les Français ont le sentiment de bénéficier d'un confinement plus souple. Les rues sont parfois bondées, les écoles ouvertes, le télétravail n'est pas toujours respecté. Et puis la grogne des petits commerces s'organise et un certain nombre d'aberrations sont dénoncées par l'opposition politique. Alors, les polémiques occultent-elles la situation d'urgence sanitaire que nous vivons actuellement? Si gouverner, c'est prévoir, le gouvernement a-t-il suffisamment organisé l'arrivée de cette seconde vague? On en parle dans un instant. Et nous reviendrons également sur l'attentat de Vienne et la série d'attentats qui a touché notre pays ces dernières semaines. Nous parlerons aussi des tensions avec les pays arabes et l'interview donnée par le président Emmanuel Macron à El Jazeera. Et nous aborderons cette loi sur les séparatismes qui a changé de nom entre-temps. En résumé, sommes-nous réellement capables de lutter contre le terrorisme et face à l'idéologie islamiste? Ce sera tout à l'heure dans une seconde partie. Et enfin, la dernière ligne droite pour le président des États-Unis. Cette course à la Maison-Blanche s'est faite dans une bataille ahurissante. Dénonciation de tricherie, annonce prématurée de la victoire, procédure judiciaire pour recompter les bulletins de vote. La plus grande démocratie du monde n'est-elle pas à bout de souffle? Et le résultat de ces élections changera-t-il notre relation diplomatique à ce pays et nos relations commerciales futures? Nos invités y répondront en fin d'émission. L'actu autrement, c'est tout de suite. Jingle. 17h, 19h, l'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. Le virus circule encore trop et nous risquons la catastrophe. Quand j'observe autour de moi les gens qui vivent à Paris, je vois des gens circuler encore et ne pas respecter les règles sanitaires. Alors, c'est vrai qu'il faut le dire avec force, le pire est devant nous, selon certains spécialistes. Le pic de l'épidémie, c'est pour le 15 novembre approximativement. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut se passer? Le pire, c'est que les hôpitaux ne puissent plus accueillir les patients qui arrivent. Ça voudrait dire quoi? Tout simplement, les médecins vont être obligés de choisir les patients et laisser les soignants dans cette situation serait abominable. Ma première question, elle est simple, c'est quelles mesures devrions-nous prendre pour casser cette effroyable dynamique de l'épidémie? Martin Blachier. Mais la mesure, on l'a déjà prise. On est en confinement aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il n'est pas bon d'entretenir cette espèce de débat sur lequel on ne serait pas en confinement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'était prévisible. C'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus de patients en réanimation, on s'y attendait. Le fait qu'il y ait un pic à 6000 patients en réanimation, c'est tout ce qu'on a fait avant le confinement. Donc en fait, chaque jour aujourd'hui, on a la situation qui s'aggrave et on fait comme si c'est parce que les gens ne respectaient pas le confinement. Non, il s'aggrave parce qu'on a un petit peu tardé à mettre en place le confinement, puisqu'on a été extrêmement surpris de la reprise extrêmement vigoureuse à l'arrivée des mauvais jours de l'épidémie. Donc en fait, on se trompe de débat. La question sur est-ce que le confinement est bien respecté, c'est la vitesse à laquelle les services vont se vider. Et c'est sûr qu'ils se videront moins vite si le confinement est moins bien respecté que s'il est respecté de manière scrupuleuse. Mais Olivier Véran annonçait déjà en septembre que la deuxième vague arriverait probablement fin octobre, début novembre, en indiquant qu'elle serait à minima équivalente à la première vague. Donc ces prévisions, au final, elles étaient connues. Pourquoi on a le sentiment d'un manque de préparation ? En fait, une seconde vague, ça veut tout et rien dire. On peut avoir une seconde vague qui soit gérable et on peut avoir une seconde vague qui est ingérable. En fait, on a tous cru qu'on aurait une seconde vague qui allait être à peu près gérable. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui s'est affolé, qu'on a hésité à faire un couvre-feu, qu'on l'a fait. Moi, je faisais partie des gens qui pensaient que ça allait être gérable. Et on s'est rendu compte en quelques jours qu'elle allait rapidement devenir ingérable. Ça s'est accéléré d'un coup. Et donc, tout le monde a réagi très fortement et en 3-4 jours a été décidé un confinement général du pays. Donc on voit bien qu'on a été pris de court un peu par les événements. Donc je pense que c'est faire un mauvais procès que de penser que tout ce qui arrive aujourd'hui était facilement anticipable. D'ailleurs, il n'y a aucun pays d'Europe qui l'avait anticipé. Donc là-dessus, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose au gouvernement. Monsieur le maire, une question. Vous êtes en première ligne face à ce virus. Et pour le coup, vos administrés comptent énormément sur l'action du maire. Vous êtes l'un des premiers élus à porter de gifle, comme disait souvent Gérard Larcher. Avec toutes ces informations confuses et parfois contradictoires de médecins, de spécialistes sur les plateaux, comment vous gérez sur le terrain cette épidémie ? Nous, on a eu une situation particulière à Saint-Ouen, c'est que dès notre prise de fonction en juillet dernier, on a été confronté à la gestion d'un cluster dans une école élémentaire.
Donc on a tout de suite mis en place 3 dispositifs pour anticiper justement la propagation du virus. La première, c'était une campagne de communication pour rappeler les gestes barrières. Je vous resitue le contexte, on était cet été où on est dans une phase d'euphorie en se disant le pire est derrière nous. Donc c'était revenir sur les gestes barrières, port du masque, gel hydroalcoolique, etc. Et surtout, deuxième point, c'est qu'en lien avec le préfet à l'époque, on avait lancé un arrêté pour le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Donc on a été les premiers. Emmanuel Macron était intervenu de mémoire le 14 juillet. Nous, on l'avait lancé le 12 juillet. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, et c'est là où on a été un peu plus prévoyant que la moyenne nationale, entre guillemets, c'est qu'on a dépisté à fond. Et on a dépisté surtout dans les quartiers populaires. On a délocalisé, j'avais mis en place un système de dépistage, qui est toujours en cours d'ailleurs, système de dépistage dans tous les quartiers, que ce soit le système PCR ou que ce soit aussi avec de la sérologie via les personnes les plus vulnérables. Vous avez les chiffres à peu près? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. On tournait sur 200-300 dépistages par jour. Et en moyenne, on avait 4-5% de positifs à l'époque. D'accord. Ce qui était entre guillemets, pas gravissime, mais ça nous donnait déjà un signal. Après, nous, plus on dépiste, plus on a un taux qui augmente. Donc ça, c'était l'aspect gestion de la crise sanitaire pour répondre à votre question. Ensuite, aujourd'hui, parce que c'est le confinement saison 2 qui se pose, c'est la gestion de la solidarité, parce qu'effectivement, on est en frontal direct avec la population. C'est la gestion des publics fragiles, les retraités, les précaires. Et c'est aussi la gestion des écoliers. Là, il y a un élément psychologique qu'il faut intégrer. Vous occupez du primaire, c'est ça, c'est le primaire. Primaire, mais de façon collatérale, on gère aussi, même si on ne gère pas les infrastructures, les collèges, mais on gère le public, donc les jeunes. Le problème aussi des femmes battues et les problèmes des enfants battus, parce qu'on a noté pendant la période confinement saison 1 qu'on a de plus en plus de violences conjugales et de violences en direction des enfants. Donc que ce soit sur les questions de solidarité, que ce soit sur les questions de public fragile, que ce soit sur les questions de sécurité sanitaire. Donc effectivement, on est en premier plan. Et juste pour finir, même si effectivement on avait les premiers éléments avec la PHP dès juillet sur la mort de la deuxième vague, même si En Marche, c'est pas du tout ma couleur politique, il faut effectivement être hyper humble sur la manière avec laquelle on aurait pu appréhender cette crise. C'est compliqué, c'est venu super vite. Alors effectivement, il y a quelques couacs en termes de gestion, mais je pense que les personnes, j'en suis même convaincu, les personnes qui sont responsabilités font de leur mieux, et ça se gère relativement bien dans l'ensemble. Fiona Lazare, vous êtes députée de la 5e circonscription du Val d'Oise. On vous a vu un petit peu sur tous les fronts pour essayer de continuer à maintenir un lien avec les quartiers, les associations, les personnes âgées. Comment on gère en fait cette crise et surtout ce deuxième confinement? Comment vous avez ces remontées du terrain sur ce deuxième confinement qui n'a pas l'air d'être le même que le premier qui a été vécu? Oui, cette crise, elle est difficile pour tout le monde, pour les élus locaux, comme le maire de Saint-Ouen vient de le dire, pour les élus nationaux, bien sûr, pour les soignants, c'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qui ont à faire face à cette nouvelle vague de patients qui viennent dans les hôpitaux. Moi, sur ma circonscription, hier, les chiffres étaient clairs, on avait 75 patients Covid hospitalisés à l'hôpital d'Argenteuil. Donc ces chiffres-là, ils sont très concrets sur nos territoires et au niveau national, on est à 4 morts par heure, si je ne dis pas de bêtises, par minute. Les chiffres sont vraiment effroyables et ils nous invitent tous et toutes à être très respectueux des mesures qui sont prises. Les mesures qui sont prises, elles sont dures, elles sont difficiles. J'étais lundi en échange, en visio avec les artisans, les commerçants de ma circonscription qui reçoivent assez difficilement les mesures qui sont prises, les mesures de fermeture des commerces, de fermeture d'un certain nombre d'entreprises. C'est difficile pour ces commerçants, c'est difficile pour ces artisans qui se remettent tout juste de la première vague. Mais ces mesures, elles sont impératives. On n'a pas le choix que de les prendre pour freiner la propagation du virus. Et ça, ils le comprennent, ils s'adaptent. Et là-dessus encore, c'est très important. Il faut qu'on continue de soutenir les artisans, les commerçants pour qu'ils puissent adapter leur vente avec le click and collect, avec les ventes en ligne, etc. Et là-dessus, il y a un effort considérable qui est fait pour accompagner ces professionnels. À côté de ça, vous avez les soignants, j'en ai
parlé. Vous avez les professeurs aussi qui se posent beaucoup de questions. Hier, de la même manière, j'ai réuni en visio les professeurs de ma circonscription. Et ils sont en train de mettre en place le protocole et petit à petit, on a des ajustements qui se font. Et là-dessus, véritablement, c'est l'ensemble de la population, l'ensemble des décideurs, l'ensemble des acteurs qui doivent s'adapter au jour le jour à des contraintes qui doivent s'adapter à la situation. On le voit avec les annonces de Jean-Michel Blanquer sur les lycées où on va aller davantage vers du travail en demi-groupe pour qu'on ait moins d'afflux de lycéens dans les lycées. Avoir un certain nombre de piquets de grève, s'estimant en danger, estimant que les mesures sanitaires prises dans les lycées n'étaient pas suffisantes. On parle surtout des réfectoires où il n'y a pas du tout de distanciation sociale. Donc est-ce que la mesure a réellement été prise Alors justement, c'est bien en réponse à ça que Jean-Michel Blanquer a annoncé des mesures complémentaires à ce qui avait été d'ores et déjà annoncé. Mais voilà, il va falloir qu'on soit capable de travailler en réaction avec l'ensemble des professionnels de tous les secteurs. Et vraiment, c'est un grand message de responsabilité qu'il faut que nous partagions. Et j'apprécie l'intervention de monsieur le maire de Saint-Ouen qui reconnaît que tout le monde fait son possible. Et je veux, en saluant ça aussi, dénoncer quelque part un certain nombre d'opposants politiques qui profitent de cette crise sanitaire pour faire de la politique politicienne, ce qui, à l'heure actuelle, me semble totalement irresponsable. Alexandre Devecchio, la politique politicienne, il y a quand même une situation dans notre pays qui est un peu particulière. Au-delà du discours du maire et de Madame la députée, on se rend compte quand même que, et peut-être qu'on pourra préciser juste après, c'est qu'il y a des discours qui nous mettent en difficulté, c'est-à-dire qu'on veut fermer les petits commerçants, mais de l'autre côté, les grandes surfaces sont ouvertes. On dit non aux petits commerçants, mais les transports continuent à circuler avec un nombre de population qui n'est pas régulé au sein des transports. Est-ce que les Français arrivent véritablement à saisir la gravité de la situation ? Je crois que l'effort de solidarité ne doit pas empêcher de réfléchir et de faire preuve d'un minimum d'esprit critique. Il n'y a pas que des réactions politiciennes, il y a aussi des propositions de l'opposition, des propositions émanant des médecins qui peuvent être peut-être prises en compte, sans vouloir faire de procès parce que maintenant il est trop tard. Trop tôt et trop tard. Il y a eu sans doute un déficit d'anticipation. Je ne parle pas du mois de septembre, je parle immédiatement après le confinement. On voit bien que des pays résistent mieux. Malgré tout, on dit c'est partout pareil en Europe. C'est pas tout à fait le cas. Ceux qui ont plus de place à l'hôpital résistent mieux. Il y avait prévu un certain nombre de lits, on ne l'a pas fait. Et je pense que pour la suite, résoudre les problèmes structurels, parce que ce sont des problèmes structurels de l'hôpital, ce sera une bonne chose. Sur les tests antigéniques, on vient de les avoir maintenant et c'est tant mieux, mais je pense que ça peut être très efficace pour contenir la maladie. Ce sont des tests beaucoup moins chers, ils sont à 6 €, les autres étaient à 60 € et ils permettent d'avoir le résultat en une demi-heure. À terme, je suis pour le confinement actuellement parce qu'on a pris du retard et qu'il faut des mesures radicales pour casser dans un premier temps l'épidémie, mais à terme, je pense qu'il faut avoir des mesures de long terme et tirer le maximum d'efficacité d'un certain nombre de choses. Je parlais des tests. Quand c'est à 6 €, on peut multiplier les tests. Par exemple, on peut imaginer qu'à l'université, ce sont des clusters, mais que les gens se testent avant d'aller à l'université, puisqu'on aura le résultat rapidement sur les populations fragiles, les personnes âgées, etc. On peut imaginer de leur faire des tests réguliers pour pouvoir les isoler rapidement, prévenir un peu plus, plutôt qu'être dans la réaction. On peut améliorer les choses. Je disais les personnes âgées, les personnes fragiles, le masque en papier, je suis désolé, j'y crois pas énormément, j'y crois pas du tout dans la rue. Je crois qu'un masque FFP2 pour les personnes vraiment fragiles, par exemple, ça pourrait être fait. Donc il y a des choses à faire. Je vois l'exemple de la Slovaquie. Ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale et envoyé aux populations fragiles, ciblées un peu mieux. Ça ne veut pas dire confiner les vieux, parce que moi je suis plutôt contre. On respecte un peu plus je dis les vieux parce que je pense pas qu'ils soient vexés. C'est ce qu'on disait avant, les vieux, c'est pas une insulte non plus, les personnes âgées ou les personnes fragiles, parce qu'on peut être d'ailleurs une personne âgée et en pleine forme et une personne moins âgée et plus fragile, plus susceptible. Donc cela, les cibler un peu mieux, les protéger un peu mieux sans forcément les confiner. Je vois ce qui est fait en Slovaquie, personne n'en parle. Alors c'est 5 millions d'habitants, c'est pas comparable, mais justement avec ces fameux tests antigéniques, ils ont testé en 2 week-ends l'intégralité de la population. Là on est en confinement, donc on pourrait imaginer pas tester les 60 millions de Français, mais de le faire département par département ou région par région. Donc il y a des choses à faire, il faut donner un horizon à long terme, sinon les gens vont se lasser et plus respecter les mesures barrières.
Et on en parle dans un instant. Merci d'être à l'écoute dans l'actu. Autrement, nous étions en train de parler du Covid-19. Je voulais vous faire écouter Olivier Véran à l'Assemblée nationale à la suite de sa visite dans un hôpital qui a poussé clairement un coup de gueule. On met le son pour nos auditeurs. Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Monsieur Blachier, le coup de gueule d'Olivier Véran, il a raison d'être aussi alarmiste. Est-ce qu'il y a un souci de génération qu'on ne comprend pas en fait la gravité actuelle du Covid ? Si Olivier Véran prend ses décisions de santé publique en visitant la chambre de 2 patients, c'est très inquiétant pour le pays. C'est pas ça qu'il doit faire. C'est pas son métier, c'est pas son rôle. Donc là, moi, je suis pas du tout d'accord. Faut regarder les chiffres. Il doit avoir une vision globale de la situation. Et s'il regarde les chiffres, il voit que la population des moins de 50 ans hospitalisés, c'est moins de 10%. Donc s'il veut nier le fait qu'il y a un facteur âge sur cette épidémie, il est tout seul à le faire. Et je vois pas qui va le soutenir, c'est pas les chiffres qui vont le soutenir. Donc là, il est alarmiste. Je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il a été très ému le matin. Moi, j'ai fait de nombreux mois en réanimation, j'en étais très ému également, j'avais pas l'habitude, j'étais jeune, peut-être que lui, ça fait longtemps qu'il n'y est pas allé, qu'il a ressenti une vive émotion. Mais je crois que c'est pas à ce moment-là qu'il doit prendre des décisions. Parce que moi, je trouve que le confinement, ça a beaucoup d'effets secondaires sur la population, et je pense que ça va en avoir à long terme. Et donc son obsession, ça devrait être « Ok, j'ai confiné le pays, maintenant comment je vais proposer à la France une stratégie pour pouvoir redonner de la vie au pays et le déconfiner ?» Et donc là, je pense qu'il est sur vraiment le mauvais ton. Il n'est pas dans la bonne direction. C'est pas ça qu'on attend de lui, à mon sens. Ce qu'on attend, c'est qu'il nous trouve une stratégie pour nous sortir de là. Parce que tout ce qu'il dit pour l'instant, c'est « Moi, je veux tuer le virus ». Le problème, c'est qu'il faut qu'il regarde les courbes, qu'il en parle avec son conseil scientifique. Et il lui dira, si vous voulez moins de 5000 cas de virus en France, vous allez les confiner jusqu'en janvier-février. Donc en fait, aujourd'hui, il n'a pas de stratégie. Donc si la seule réponse qu'il a apportée, c'est de dire qu'il a été dans la chambre d'un patient de 27 ans, ce qui est horrible et très traumatisant, je trouve que c'est pas au niveau. Donc, voilà. C'est inquiétant là ce que vous êtes en train de dire parce qu'en fait au final il n'y a pas de plan. C'est ce qui est inquiétant. Mis à part confiné, on n'a pas d'autre plan. Sans compter que je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il ne tuera pas le virus même si on est confiné jusqu'en janvier-février. Il ne fera que le casser, mais ça repartira quand les gens se remettront à circuler. Donc effectivement là, je vous rejoins totalement. Il nous faut une stratégie à long terme pour donner de l'espoir. Et puis c'est leur rôle. Et je pense que c'est faisable. Et je suis quand même gêné par cette manière de dialoguer dans une démocratie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sortez. On fait du chantage émotionnel, on joue sur les peurs. Je crois que le discours sera mieux entendu si il y avait d'un côté une stratégie à long terme et de l'autre côté qu'on parlait raisonnablement aux gens, pas en les infantilisant. Je pense que cette surenchère à la fois dans la politique de la peur et dans la politique répressive est contre-productive parce qu'elle est décourageante. Les gens se disent on va être confinés ad vitam aeternam, donc on ne respecte plus les règles. Je pense que c'est en cela que le gouvernement est critiquable. Je crois qu'il ne faut surtout pas dire qu'on gouverne sous le coup de l'émotion ou par la peur. Véran l'a reconnu lui-même, il faut être honnête, il l'a reconnu lui-même. C'est très dangereux que de penser que les décisions sont prises comme cela. Je ne sais pas s'il y a un pays en Europe où le Parlement est autant consulté dans la gestion de la crise sanitaire qu'en France. Nous sommes consultés régulièrement, nous votons régulièrement les décisions qui sont prises. Il y a une commission d'enquête sur le suivi de la crise qui est mise en place à l'Assemblée nationale. Donc la démocratie joue tout son rôle, le Parlement joue tout son rôle dans le contrôle de l'action du gouvernement en la matière. Les décisions, elles sont prises également avec cette forme de démocratie et puis avec ce conseil scientifique qui se réunit maintenant depuis plusieurs mois et qui permet d'avoir un certain nombre de médecins, de spécialistes qui suivent les chiffres, qui suivent les données et qui donnent des orientations. Derrière, le gouvernement, avec le Parlement, prennent des décisions politiques, mais qui s'appuient sur ces constats chiffrés, sur ces constats scientifiques. Et c'est là-dessus, bien sûr, qu'il faut que nous nous appuyions, et certainement pas sur l'émotion. Mais le coup de sang d'Olivier Véran, le coup de sang d'Olivier Véran, moi je le comprends, parce qu'il traduit aussi
la saturation que les personnels hospitaliers, que les médecins, les aides-soignantes, les infirmiers peuvent vivre dans cette situation si compliquée, si difficile. Ils ont vécu une situation très compliquée avec la première vague. Cette deuxième vague s'annonce encore plus forte. Il faut qu'on les soutienne. Et pour cela, je comprends qu'Olivier Véran monte un petit peu sur ses grands chevaux, parce qu'il faut qu'ensemble, nous nous consacrions à trouver des solutions et à mettre en place des mesures qui vont permettre de freiner cette épidémie. Monsieur le maire, une question. J'aimerais consulter votre analyse sur le plan national. C'est-à-dire que vous êtes un élu de terrain, vous êtes très proche de vos administrés ainsi que de vos petits commerçants, mais il y a une question qu'on ne se pose jamais, parce que peut-être que la France vit ses obsèques, et il faut le dire, c'est la question de la facture. Qui va payer toutes ces dépenses, et comment même vos administrés, vont vous réussir à survivre à cette facture qui sera une facture générationnelle, parce que ce sera nous, demain, qui serons les entre... Je pense qu'il y a trois lectures. Il y a la gestion sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan politique, et les trois sont liés. Donc effectivement, sur le plan sanitaire, tuer le virus, on confine tout le monde, on ressort en mois de mars, au mois d'avril, et le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé. Je peux juste terminer mon propos. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas réglé. Bon, ça repartira s'il n'y a pas de vaccin. Mais continuez, on est dans un débat, j'ai apporté une précision. Non, mais si c'est interactif, je finis mon propos et ensuite je rebondis sur le vôtre. Mais rebondissez. Donc je disais, il y a l'aspect sanitaire. Donc vous avez évoqué la Slovaquie comme la Nouvelle-Zélande, qui ont réussi, mais et vous l'avez évoqué en filigrane, je pense qu'il y a une taille critique sur laquelle on peut se projeter. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a l'aspect économique. Aujourd'hui, il y a eu un plan de relance 100 milliards. On le voit en direct, il y a des commerçants qui meurent. C'est ça la réalité. Il y a des TPME qui meurent. Dans mon département, il y a déjà, dans une situation économique saine, il y a plus de 50% des entreprises, des PME, qui déposent le bilan en moins de 3 ans. Donc là, dans une situation de trésorerie, fragilisation économique. Qui viennent vous voir. Ah, exactement, qui viennent nous voir. D'où l'intérêt. C'est une crise sociale qui arrive. Complètement. Alors complètement. Donc c'est exactement l'autre volet, c'est la crise sociale. Un exemple concret, les puces, c'est 1200 commerçants chez moi, à Saint-Ouen. On a plus de 80% qui n'ont plus de trésorerie. Donc là, on est obligé d'activer des plans type exonération de la CFE, exonération de la CVAE, qui sont des taxes foncières, des taxes diverses. Donc là, les solutions existent, c'est de la coproduction avec la région, le département. Mais là où on a un souci, et l'État, mais là où on a un souci, c'est le problème, quand on prend un petit peu de hauteur par rapport à la situation, c'est l'inertie de l'État. Les dispositifs existent, mais franchement, pour les débloquer, ça prend du temps. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et vous êtes dans une temporalité chef d'entreprise ou commerçant, où si vous avez les factures, vous devez payer vos bons. Pour fin octobre, on annonce un déblocage pour début décembre. Donc c'est déjà presque un mois et 10 jours. Mais c'est compliqué pour une entreprise. C'est compliqué. Donc là, faut être hyper agile là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je comprends pas le coup de sang d'Olivier Véran, j'ai du mal à contextualiser, mais là le boulot des députés est fondamental en termes de réactivité. C'est pour ça que ce qui s'est passé, sans faire de politique politicienne. Et pourtant ils n'étaient pas là pour voter. Mais exactement. Le prolongement en fait de l'état d'urgence. Mais exactement. Non mais là c'est une faute politique là-dessus. Vous étiez où, Madame la députée, ce jour-là? Il y a eu un couac. Il arrive qu'il y ait des couacs. Le couac a été réparé. Vous répondez pas à ma question. Vous étiez où, vous, ce jour-là? Ce jour-là, je n'étais pas à l'Assemblée comme beaucoup de députés, parce que vous savez que le Parlement fonctionne tous les jours jusqu'à minuit en ce moment avec la crise sanitaire, le budget, etc., y compris le week-end. Donc on a des roulements. Et donc ce soir-là, je ne faisais pas partie des permanenciers. Donc qui devaient être présents. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le Parlement. On ne peut pas, une question pour préciser, matériellement être au Parlement 24 heures sur 24. Franchement, no offense, comme on dit, mais je pense vraiment, c'est contrairement à ce que disait le porte-parole du gouvernement, exactement, M. Lattade, qui disait que c'était une péripétie. Pour moi, c'est vraiment une faute politique. Parce qu'aujourd'hui, les premières personnes qui doivent montrer l'exemple et qui doivent être en premier front, c'est la raison pour laquelle moi j'ai maintenu le conseil municipal en présentiel. On doit protéger la population dans un environnement anxiogène. On doit dégager de l'espoir et surtout on doit montrer que parce qu'on est une nation forte, on est un pays fort. Et c'est dommage qu'un couac comme celui-là, parce que c'est un couac. Pour moi, ce n'est pas un, honnêtement. Non, mais c'est un couac qui est porteur de. Ce n'est pas un couac. Honnêtement, c'est une erreur politique. Mais c'est pas un couac. Surtout là-dessus. Je suis d'accord sur le fait que c'est
très mal reçu par la population et c'est tout à fait entendable. Le couac a été réparé et encore une fois, c'est dommage que ce couac mette entre parenthèses. Non, mais bien sûr, c'est une erreur. Mais bien sûr, un couac, une erreur, on appelle ça comme on veut. Ça a été réparé et il faut surtout pas que les gens s'imaginent que c'est par légèreté. Enfin, on est engagé, pleinement engagé, matin au soir, week-end compris, et c'est là que notre engagement est essentiel. Donc c'est dommage qu'il y ait eu ce couac, cette erreur qui vienne effacer ça. Messieurs, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de temps avec tous ces médecins rassuristes qu'on a vus sur les plateaux, qui ont peut-être aussi participé au manque de réactivité du gouvernement ? Je crois que le temps qu'on a perdu, je l'ai dit, c'est vraiment immédiatement après au début du déconfinement. C'est là où il aurait fallu augmenter notre capacité hospitalière, parce qu'on est aussi dans une crise de la capacité hospitalière. Ce qui est tragique là, c'est que si on n'était pas confiné, on serait obligé de trier les malades à l'hôpital. Et je pense que c'est ce que l'État refuse absolument. Moi, juste un mot sur la facture, et notamment la facture générationnelle. C'est ça la question qui va se poser si on est confiné trop longtemps. Le coût, mais même pour la société, les petits commerces, c'est aussi le tissu social. Vous êtes maire, vous savez que c'est ce qui participe de la vie, ça fait baisser la délinquance, ça entretient les relations sociales. On parle des personnes âgées qui sont confinées, des fois d'aller voir leurs petits commerçants, c'est ça qui leur maintient un lien avec l'extérieur. Et si on va, et je pense qu'à terme, il y a quand même un risque qu'on aille vers une société des écrans et des masques totalement déshumanisés. Les grands vainqueurs de tout cela sont quand même les GAFA, les GLAFA, les grands groupes, le click and collect pour un petit commerçant sur les marchés. Enfin, voilà, en plus, ils achètent leur marchandises. Alexandre Devecchio, vous êtes anti-Amazon ? C'est un petit peu... Anti-Amazon, je suis comme tout le monde, parfois je l'utilise, mais en tout cas, ça c'est vraiment un enjeu du futur. Une société où Amazon prend un tel poids, où les GAFA prennent un tel poids, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. On est dans une période, ne serait-ce qu'en termes d'emploi, on est dans une troisième révolution industrielle. Pardon, je suis un peu long. Oui, mais où il y a souvent dans les révolutions industrielles, on dit il y a de la destruction créatrice. Là, il y a de la destruction d'emplois, mais je vois pas où je vois pas la création. Donc on va vers du chômage de masse, on va vers le fait qu'on ne pourra plus payer les retraites, etc., etc. Et est-ce qu'il vaut le coup, au bout d'un moment, d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse ? C'est une question cruelle, mais pour le présent. Martin Blachier, concrètement, là on est en plein dans l'urgence, donc on va gérer effectivement le flux de personnes arrivant en réanimation. Qu'est-ce que le gouvernement ne fait pas encore, qu'il devrait faire immédiatement pour envisager une sortie de crise et peut-être enfin les jours heureux qu'annonçait Emmanuel Macron au moment du déconfinement ? Réfléchir à comment ils vont déconfiner le pays, c'est-à-dire qu'on sait qu'à partir du 15 novembre ça va descendre. On ne sait pas exactement à quel rythme, mais je pense qu'il faut déconfiner au début décembre. Moi, je pense que c'est tellement grave un confinement que pour passer la phase la plus aiguë, on comprend, il faut décharger un peu l'hôpital pour prendre en charge les autres patients, mais il faut dire tout de suite, on ne pourra pas se confiner indéfiniment. Et pour l'instant, c'est la ligne de Véran, donc elle est intenable, il va devoir changer de ligne là-dessus. Ensuite, une fois qu'il a accepté ça dans son fort intérieur, qu'il s'est remis de ses émotions, il réfléchit sur la stratégie de déconfinement. Et la stratégie de déconfinement, il y a plusieurs sujets. Il y a le test, il faut changer la stratégie, effectivement aller plutôt vers des stratégies où on teste tout le monde, plutôt que de se perdre dans ce tester, tracer, isoler sans fin qui marche très peu. La deuxième chose, c'est faire un plan population vulnérable. Un plan population vulnérable. C'est pas un confinement. C'est comment, pendant plusieurs mois, on va éviter que la population vulnérable se contamine. Et tous les champs sont ouverts. Moi, j'ai fait 20 propositions là-dessus. Il y a à prendre, il y a à jeter. Mais il y a plein de choses qui sont possibles. Déjà, c'est communiquer avec elle, faire en sorte qu'elle soit moins isolée sans s'exposer aux risques. Voilà, il y a plein de gens de santé publique qui peuvent réfléchir là-dessus. On ne veut pas y réfléchir parce qu'il y a un blocage politique. Il faut faire sauter ce blocage politique. Ça n'a pas lieu parce que de toute façon, on va y venir. Et le troisième point, c'est les quelques événements super contaminateurs. Il faut taper très fort. C'est-à-dire que les gens qui vont organiser des fêtes clandestines et qui menacent un pays entier de se reconfiner, un pays entier de se reconfiner, dans ces cas-là, on ne leur met pas 150 € d'amende. C'est ridicule. Vous êtes pour 10 000 € d'amende ? Mais bien sûr, 10 000 € d'amende. On a un reconfinement qui coûte 100 milliards d'euros par mois. Et on débat pour savoir s'il faut faire 150 € ou 10 000 € d'amende. Mais l'ordre de grandeur, c'est plutôt 10 000 €, c'est pas 150 €. Eh bien, écoutez, on en reparle dans un instant. Écoute de l'actu autrement. Nos invités au micro de ce soir, Alexandre Devecchio, journaliste et éditorialiste, Fiona Lazard, députée LRM de la 5e circonscription du Val d'Oise, Karim Bouamrane, maire de la ville de Saint-Ouen, et Bruno Polmar qui nous a rejoint, ancien instructeur du RAID et président de l'assaut RAID Aventure. Bonsoir. Bonsoir. Malik ? Alors, quelques jours après l'attaque à Vienne qui a fait 4 morts, l'enquête révèle des failles dans le fonctionnement des services autrichiens de renseignement, le BVT.
Ces derniers avaient été informés par la Slovaquie d'un projet d'achat de munitions par l'auteur de l'attaque, a annoncé mercredi 4 novembre le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer. Mais un problème de communication a entraîné la perte des informations au sujet du terroriste, a précisé le ministre lors d'une conférence de presse. Un programme de déradicalisation inefficace, l'auteur de l'attaque avait été libéré de manière anticipée. Il est de toute évidence parvenu à tromper le programme de déradicalisation dont il faisait partie selon le ministère de l'Intérieur autrichien. Alors peut-être ma première question, ça serait à vous, monsieur le maire, parce que j'ai cru voir dans l'actualité qu'une de vos mosquées avait été fermée à Saint-Ouen. Je ne sais pas si c'est... non. C'était Pantin. Non, c'était Pantin. Pardonnez-moi. Bon, la mienne est alors ouverte. oui, pardonnez-moi. Je suis navré, j'ai confondu. En ce vendredi saint, elle est ouverte en plus. Écoutez, tant mieux. Tant mieux. Alors mais peut-être vous, une vision du terrain. Est-ce que vous travaillez avec les services de renseignement ? Il y a des maires qui avaient demandé d'avoir accès aux fichiers S. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure d'avoir accès aux fichiers S pour... Par rapport à la confidentialité, c'est compliqué de répondre à cette question de façon aussi brutale. Mais est-ce que derrière, on s'assure qu'il n'y ait pas de phénomène de radicalisation dans nos territoires? C'est pas propre à Saint-Ouen, c'est propre à l'Île-de-France, c'est propre à toutes les villes. Bien sûr. Je fais pas le lien avec ce qui s'est passé à Vienne, avec ma ville. En revanche, en tant que citoyen, en tant que républicain, en tant que responsable politique, on part du principe qu'aujourd'hui on a un problème on est exposé à des risques d'attentats, quel que soit notre territoire. Ça peut toucher les confrères de Nice, comme les confrères de Lyon, comme Paris, comme Saint-Ouen, et que derrière la vigilance est extrême. C'est la raison pour laquelle on est passé en Vigipirate sur le niveau le plus élevé. Après derrière, il y a on a un travail assez pointu avec la police, le préfet. Vous avez une police municipale On a une police municipale, en effet. Armée et qui travaille bien avec la police nationale. Mais nous le problème, c'est moins une question d'attaque terroriste qu'un problème global de trafic de drogue qui génère un sentiment d'insécurité et qui est de délinquance, mais de délinquance plus délinquance financière liée au trafic de drogue. On n'a pas de problème de... Des règlements de compte, voilà, absolument, ce genre de qui sont exactement des règlements de compte qui sont plus la régulation de crise systémique due au business de la drogue. Donc en fermant la parenthèse, donc même par rapport à ce sentiment à ce problème de terrorisme, de sécurité, il y a un travail régulier avec le préfet, les services de police, pour éviter, pour remonter s'il y a des situations un peu, des signaux d'alerte. D'accord, très bien. Et pour faire face à ça, si je peux me permettre, la coopération effectivement entre les services de l'État, les maires, mais aussi l'ensemble des administrations, elle est essentielle. Et à ce titre, on a 15 territoires expérimentaux qui font un travail spécifique avec les procureurs, toutes les administrations, sur 15 territoires expérimentaux sur la lutte contre la radicalisation. On en a dans le Val d'Oise parce qu'on a des problématiques sur cette question-là dans mon département. Et on voit que ça porte ses fruits. Le travail de fond porte ses fruits, il doit être poursuivi, il doit être amplifié, mais voilà, c'est vraiment... Il y a une nécessité que tout le monde travaille ensemble pour lutter contre ce fléau qui peut mener au pire, comme ça a été le cas à Conflans ou à Nice récemment. Alexandre Devecchio, on a entendu un certain nombre de personnalités politiques ou médiatiques expliquer que là, pour le coup, Vienne n'avait pas de Charlie Hebdo, n'avait pas réalisé de colonisation dans le passé. C'est un peu une attaque à tous ceux qui, parfois, expliquent quelque part les traversées djihadistes. Comment vous expliquez qu'au final, on soit comme ça dans un comparatif d'un pays à un autre sur, au final, le terrorisme islamiste qui est mondial, in fine. Qui est mondial et qui, sans doute, si on se réfère aux travaux du Gaumichon et d'autres, est aujourd'hui une menace grave pour toute l'Europe du Nord-Ouest et pas seulement la France. Une menace qui est liée en partie à une fraction de l'immigration qui est mal intégrée, c'est-à-dire qu'il y a la menace effectivement extérieure. Vous l'avez dit, l'islamisme c'est un phénomène mondial, mais il se trouve que c'est aussi une part de la menace intérieure avec des individus qui sont parfois nés en France et qui se radicalisent à l'intérieur du territoire français. Donc je crois que toute l'Europe et peut-être tout le monde occidental devrait en prendre conscience. Et c'est vrai qu'on a vu
au moment de l'assassinat de Samuel Paty, de cette décapitation, certains pays donnaient des leçons. Les pays anglo-saxons en particulier, les États-Unis, qui expliquaient presque que c'était bien fait pour nous, puisque la liberté d'expression, la laïcité, le modèle français était en cause. Je crois que ce n'est pas le cas. Les islamistes livrent une guerre à l'Occident, à tout ce qui n'est pas eux, à l'Occident dans sa dimension chrétienne, dans sa dimension laïque. Et je crois que le meilleur cadeau qu'on pourrait leur faire, c'est de renoncer à ce que nous sommes, renoncer à notre identité. Je crois qu'ils livrent une bataille aux libertés de manière générale, et pas seulement à l'Occident, pas seulement à nos racines chrétiennes ou dans le monde arabe aussi. Si on regarde ce qui s'est passé à Kaboul, si on regarde ce qui s'est passé à Kaboul cette semaine, il y a eu 25 étudiants qui ont été assassinés par des terroristes islamistes, des étudiants qui sont musulmans. Donc c'est à toutes les libertés partout dans le monde que s'attaquent ces terroristes islamistes, et c'est cela que nous devons exactement, et c'est cela que nous devons combattre. Alors, Bruno Pomar, je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Moi, je ne vais pas vous poser des questions un peu techniques, politiques. Non, je veux parler aux policiers, vraiment. C'est banal. Ouais. Non, c'est pas banal. Vous savez, moi j'aime les gens de terrain parce que c'est pragmatique. On raconte pas d'histoire. Et je veux parler aux policiers parce que, vous savez, il y a quelque temps, une des députées à l'Assemblée nationale en commission a fait des propositions très importantes pour renforcer par exemple la police municipale, pour qu'ils puissent faire des missions en civil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La police municipale n'a pas le droit de faire des missions en civil. On parlait de la loi Toureau-Fauvergue, de mon ami Jean-Michel Fauvergue. Exactement, qui ont tous été reçus irrecevables. On a fait des propositions pour la police des chemins de fer, la SUGE, pour qu'ils puissent pouvoir élargir la légitime défense sur le périple meurtrier, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on a un discours politique de fermeté chaque jour à la télé, la main sur le cœur de nos ministres, et que dans les faits, quand on fait des propositions à l'Assemblée nationale qui sont pragmatiques, sérieuses pour les équipes de terrain, eh ben, c'est reçu comme irrecevable. On est un peu plombé par ce qu'est notre société, c'est-à-dire cette belle République, puisque j'entends parler sur le plateau de République, de laïcité, de liberté. Bon, tout ça, c'est des mots pour moi. Pragmatiquement sur le terrain, le résultat, il est où? On se rend compte que malheureusement, les attentats, on les compte en nombre. On est les champions d'Europe quand même des attentats, il faut quand même pas l'oublier. Donc je pense qu'au-delà des mots, il faut à un moment donné qu'on puisse mettre des réponses concrètes en face. Alors c'est vrai que le gouvernement se bataille quand même. On ne peut pas leur dire, on ne peut pas jeter la pierre à Darmanin qui se bat sur ce sujet-là. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société structurée avec un conseil constitutionnel, des lois, des règles, etc. Et qu'à un moment donné, en face, quand vous voulez répondre, comme on dit, c'est la guerre entre la République française et cet État islamiste, on ne sait pas ce que c'est en fin de compte. Oui. C'est pas une guerre, parce qu'en face, on n'a pas un véritable concurrent, enfin un véritable challenger. Voilà, pas une armée. Et on se bat en parlant toujours de mots, laïcité, République, j'entends que ça toute la journée. Parce que je pense qu'il faut faire attention quand même, on est dans un état de droit, et l'état de droit, c'est pas un problème, c'est plutôt la solution. Oui, mais vous avez raison, madame la députée. Le problème, c'est que c'est des réponses de politique. C'est-à-dire que ça nous freine aujourd'hui pour prendre des décisions de fermeté concrètement. Philosophiquement, on a un peu peur de prendre des décisions de fermeté. C'est évident, Darmanin a envie de faire plein de choses, et vous êtes confronté à un gouvernement. Les premiers en ligne, ce sont la France insoumise. Écoutez, excusez-moi, quand on parle de démocratie, les représentants déjà de l'État, ceux qui se disent représentants de l'État, comme l'a dit M. Mélenchon, je suis la République, le mec il ne se sent plus, quoi. Oui, mais là au-delà de la France insoumise, c'est Jean-Michel Fauvergue qui a fait des propositions ultra intéressantes sur ces questions pour assurer la sécurité des Français dans les transports. Et il y en a un certain nombre qui sont retenus, qui sont débattus en ce moment et qui vont être adoptés. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous, ça a été tous reçus irrecevables, je les ai devant les yeux. Je pense que c'était sur un texte sur les transports qui n'avait pas vocation à traiter des questions de terrorisme. Là, par contre, on est sur un texte sur la sécurité globale, donc qui est porté par votre ancien collègue Jean-Michel Fauvergue et ma collègue Alice Toureau, qui est un texte qui vise à renforcer la sécurité avec un continuum de sécurité, donc renforcer le pouvoir des polices municipales, de la police nationale et également de la sécurité privée, et qu'on ait un continuum entre tous ces acteurs de la sécurité. C'est pas le cas, madame la députée. Tout a été rejeté en commission. C'est pas vrai. On ne peut pas dire ça. Mais si, je les ai sous les yeux. On va protéger les policiers qui se font menacer, qui se font filmer, qui se font jeter à la vindicte populaire. Mais c'est pas le sujet, madame la députée. Ça fait partie du sujet. Avant peut-être d'être filmé ou pas, est-ce que c'est pas juste leur permettre d'utiliser des drones, Madame la députée, laissez-moi vous expliquer juste une chose. Vous savez que par exemple, si demain vous vouliez embarquer dans un train, vous vous présentez devant un accueil, il y a des fonctionnaires de police des chemins de fer qui sont présents. Ils doivent demander l'autorisation pour fouiller le sac. Si l'individu refuse, vous savez qu'il peut partir.
Vous comprenez que ça... Ou on fait appel à la police nationale pour que la police nationale... Non, madame, on ne peut pas le retenir. Non, on ne peut pas le retenir, madame. On ne peut pas, d'où le problème. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Les gens de terrain vous demandent de faire avancer. Est-ce que c'est pas compliqué au final d'avoir ces primo-intervenants, que sont la police municipale, que sont la SUGE, que sont également les GPSR, exactement, de la RATP, qui sont essentiels et qui, au final, ont à intervenir immédiatement. Est-ce que en face, les terroristes ne profitent pas justement de nos failles, de notre peut-être inertie à prendre des décisions. Il faut faire avancer, madame la députée. Parce que là, j'entends bien qu'il y a probablement un deuxième projet de loi qui est plus global, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre ces décisions de manière antérieure pour pas que ça arrive? Enfin, moi, ça me paraît quand même inconcevable que si je prends le RER, quelqu'un peut se balader avec une mitraillette sans qu'on puisse le contrôler. Enfin, sans son consentement. Sans son consentement. Non, mais on peut pas dire que rien n'a été fait depuis 2017. C'est pas ce qu'on dit, madame. Non, mais dit pas ça, madame. Non, mais justement, je pense juste la laisser terminer. Il faut replacer les choses dans leur contexte. On a voté la loi de la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en 2017 qui permet de renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme. On continue avec cette loi dite Tourault-Fauvergue et de la même manière, on a rajouté plus d'1 milliard dans le budget de la police et de la gendarmerie. Ça ne s'est jamais fait auparavant. On recrute 10 000 policiers et gendarmes de plus. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Tout cela, c'est du concret pour venir au plus près du terrain, renforcer les équipes, renforcer les outils pour que la police puisse faire son travail de manière efficace. Monsieur le maire, je vous rejoins. C'est bien d'intégrer dans la réflexion les responsables qui sont en lien direct avec le terrain, c'est-à-dire les élus territoriaux, les professions aussi. On a une institution qui s'appelle la SNCF qui draine des... Aujourd'hui, on ne peut pas circuler en France. Soit on prend l'avion, soit on prend la voiture, soit on marche, ou soit on prend le train. Les chemins de fer. Et effectivement, avoir le retour des professionnels des chemins de fer, ça aurait été de bonne loi. Et je vous rejoins totalement là-dessus. Et ça reprend un peu l'inertie pour répondre aux attaques terroristes. Les terroristes, ils sont assez innovants. C'est comme les trafiquants de drogue. Et si on n'a pas une agilité, une réactivité, et s'il y a cette espèce d'inertie, c'est compliqué. Mais là, ça vous dépasse. C'est pas consubstantiel à votre statut de député. C'est notre organisation institutionnelle qui fait que, et en parlant d'institution, c'est là où je vois ce que vous voulez dire quand vous dites c'est des mots, parce qu'il faut être pratique, mais il faut laisser aux mots leur noblesse. Et pour moi, liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, vous l'avez défendu toute votre carrière, donc ça veut dire quelque chose. Donc il ne faut pas démonétiser ces valeurs-là. C'est hyper important, surtout à un moment où on a besoin d'union nationale et où on a un moment de fraternité. C'est des réponses et je terminerai là-dessus. Je vous rejoins sur la posture de certains groupes politiques qui sont, et je vous le dis honnêtement, exactement. C'est exactement le cas. Dangereux même pour l'essence même de notre République, nous qui sommes en première ligne. En revanche, je vous appelle à un petit peu de nuance dans vos propos. C'est pas un problème de migration mal intégrée. Chers collègues, ça n'a strictement rien à voir. Quand vous regardez ce qui se passe à Boko Haram, ou quand vous faites le tour du monde, ou si vous avez à avoir une lecture un peu internationale de ce qui se passe sur le terrorisme, que ce soit en Russie, aux États-Unis, ce n'est pas du tout une question d'immigration, c'est une question sociale, c'est une question économique, c'est une question socio-culturelle, et c'est voire parfois qui renvoie à une idéologique aussi. Complètement. Il y a une adhésion parfois. Mais complètement d'accord avec vous. Et idéologique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la lecture qui consiste à adosser immigration, intégration, islamisme, terrorisme est complètement fausse. Dangereuse. Je vais répondre parce que c'est une lecture que j'assume. D'ailleurs, c'est un tabou qui est en train de tomber. C'est pas du tout un tabou, c'est une vision idéologique. Il n'a jamais été question de dire que tous les immigrés étaient par essence terroristes. Ça, c'est absurde. Personne ne dit cela. Vous avez dit il y a une dimension internationale. J'ai dit il y a un ennemi extérieur et un ennemi intérieur. Et il est vrai qu'on a importé une partie des problèmes internationaux. En France, inexact. On l'a fait d'ailleurs par l'immigration, aussi par des guerres inutiles, etc. Mais ça peut être quand même dit, nier qu'il y a un problème d'intégration, ça me paraît aberrant. Ça me paraît aberrant aujourd'hui. Mais c'est pas ce qu'on dit. Est-ce que votre analyse, avec tout le respect que j'ai pour vous, est inexacte? Elle est sociologiquement et politiquement inexacte. Parce que dans votre dialectique et dans votre réflexion, vous partez du principe que l'essence du terrorisme est liée au départ, même si vous ne dites pas que tous les immigrés sont des terroristes, vous ne dites pas lorsqu'on est immigré on est terroriste. Vous dites que l'essence du terrorisme part d'une immigration loupée.
Et je vous dis, vous vous trompez. Regardez, vous trompez. 99% des terroristes sont issus. Non, alors les frères Klein, Maxime Huchard. Alors que vous expliquez. Non, mais le phénomène est multiple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des terroristes qui ne sont pas issus de l'immigration, mais il y a aussi un problème concret. C'est pour ça qu'on soulève le problème de l'état de droit. Il ne faut pas être hypocrite. De gens qui ne sont même pas nés en France, c'est même pas un problème d'intégration, c'est un problème d'expulsion de gens qui sont en situation illégale. Ce que j'essaie de comprendre là, c'est que d'un côté on nous dit il faut lutter contre l'idéologie, et de l'autre vous nous dites il faut lutter contre des individus venant de l'étranger. Vous avez raison. Je pense que c'est un tout. C'est là où monsieur le combat est intellectuel, et là j'en reviens sur les mots. Le mot de République est un beau mot. Moi j'assume d'être un républicain, mais aussi le mot de France qu'il ne faut pas avoir honte d'exprimer. Je pense que c'était l'objet de mon propos. Et donc ça c'est une chose. Et de deux, oui. Il faut lutter contre l'immigration illégale, il faut mieux intégrer ceux qui sont là, et ça passe notamment par une modification de l'état de droit. L'état de droit n'est pas l'impact de l'immigration illégale sur le terrorisme. Est-ce que vous connaissez l'impact de l'immigration illégale sur le terrorisme? Regardez les cas. Non, mais répondez à ma question. Est-ce que vous avez... Non, mais là, vous êtes dans un débat de chiffres. Prenez tous les cas récents. Vous partez comme celui-là qui a un lien. Je vais juste écouter. Je pose la question. Ce qui heurte nos concitoyens, c'est que les derniers attentats récents ont été faits par des gens qui étaient en situation illégale sur le territoire, parfois fichés S. On se demande pourquoi il y a tant de fichés S. Une partie de ces fichés S... Ce profil-là, Lunel, Toulouse, etc. Les filières de Lunel et Toulouse, c'est des... J'ai pas dit qu'il y avait... Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il y avait que ces filières-là, mais vous parlez d'agir. Agir pragmatiquement, je suis désolé, c'est expulser les fichiers S qui sont étrangers en situation... Ce que dire, c'est qu'on ne le fait pas suffisamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devrait être plus général. Je finis par ma réflexion sur l'état de droit, parce que ça se recoupe. L'état de droit, je suis désolé, on le modifie. On ne cesse de le modifier sur la crise du Covid. On peut modifier les lois, on peut décider qu'on renégocie certains traités européens qui ne nous permettent pas d'expulser les gens. La réalité, c'est que 80% des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont déboutés du droit d'asile, et moi je suis pour le droit d'asile, il faut le conserver, mais il faut expulser les gens qui ont été déboutés de ce droit-là. On ne le peut pas parce que les juges s'y opposent. Mais là, on est en train de parler de terrorisme. À cause de Cour européenne. On confond les débats. On parle de terrorisme et on arrive. Certains traités peuvent se suspendre, se renégocier pour qu'on puisse appliquer les lois de manière efficace. Juste pour laisser répondre Madame la députée, est-ce que c'est pas gênant justement quand on parle de terrorisme qu'on dévie systématiquement sur la question de l'immigration qui peut poser problème et ça peut faire l'objet d'un débat, mais voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que ça occulte moi, je crois que c'est très dangereux. C'est très dangereux dans le même débat de mettre sur le même plan la question du terrorisme et de l'immigration, parce que même si vous dites que ce sont deux sujets différents, vous avez toute la population qui est immigrée, qui vit très bien sa vie en France, qui est parfaitement intégrée, qui se sent stigmatisée, qui a le sentiment que c'est elle qu'on vise. Si c'est un état de fait. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La question du terrorisme, il faut que nous la traitions à l'intérieur de nos frontières françaises, à l'échelle européenne, mais également par notre action à l'international, parce que le terrorisme, l'idéologie islamiste, qui est mortifère, elle n'est pas spécifique à notre territoire national. Nous la retrouvons partout dans le monde, ils font des morts partout dans le monde, et c'est à la racine que nous devons agir. Vous mettre d'accord quand même à En Marche, parce qu'hier le président de la République a parlé des frontières, de revoir Schengen, etc. Il a dit exactement la même chose que moi. On ne peut pas réduire toute l'immigration au terrorisme, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc je ne vois pas pourquoi ce politiquement correct. Ensuite, on ne comprend pas très bien le discours d'En Marche. Je pense que les immigrés sont parfaitement... Je pense qu'il y a beaucoup d'immigrés qui souhaiteraient que la loi soit appliquée pour ceux qui ne sont pas d'équerre, justement pour ne pas être stigmatisés. Bien sûr, mais ce travail-là, il est fait. Le chantage à la stigmatisation, Madame la députée, c'est vrai que quand on a un ministre de l'Intérieur en pleine heure d'écoute sur un plateau de télé nous expliquer que ça le choque d'avoir du kasher et du halal sur des questions de terrorisme, je suis désolé de vous dire. Il a dérapé un peu là, très sincèrement. C'est pas Alexandre Devieco qui fait l'erreur. Non, il participe. Il participe quand même à mélanger tous les sujets. C'était malvenu. Je pense que c'était un dérapage incontrôlé. Dérapage, c'est au ski. Là, on est quand même. En ce moment, on n'a pas le droit de skier. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut faire très attention dans les mots qu'on emploie, dans la lutte qui est la nôtre, qui est bien une lutte contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, absolument pas une lutte contre l'immigration
sont légales contre les musulmans. Voilà, je pense qu'il faut faire très attention dans nos propos, dans nos débats, à ce que nous défendons. Pourquoi ? Parce que vous avez peur du face-à-face annoncé par Gérard Collomb quittant le ministère. Parce que c'est encore vos ministres. Hein. Je vous pose la question, Madame la députée, parce que nous, on est un peu, à chaque fois qu'on suit les ministres de votre gouvernement, on est un peu perdu entre Jean-Michel Blanquer, Darmanin, vous dire. Darmanin évidemment. Non, Gérard Collomb qui avait quitté à l'époque. Ah oui, j'ai expliqué que la société allait se retrouver face à face. Oui, d'accord. Donc j'essaye de comprendre le fil conducteur de l'intérieur, parce que vous avez eu je sais pas combien de ministres de l'intérieur, sans compter Castaner, 3, 4 même je dirais. Donc la question est de savoir quel est véritablement votre cap sur ces questions-là. Notre cap, c'est qu'il faut être très ferme sur la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'islamisme radical, contre cette idéologie mortifère que nous retrouvons en France. Comment on combat une idéologie ? On la criminalise ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Parce que combattre des personnes, c'est assez facile. On arrive à les identifier. Sur l'idée, comment on fait pour combattre cette idée ? Combattre les établissements où se tiennent des prêches dangereux, qui se ferment, qu'on ferme de plus en plus, les écoles, les fausses écoles, enfin celles qui se font passer pour écoles, qui ne sont pas des écoles et qui diffusent ces idéologies mortifères, certaines mosquées, et je dis bien certaines, il y en a très peu, mais où on trouve ces discours qui sont dangereux. On a également des débits de boissons, enfin voilà, tous ces lieux où se propagent ces idéologies mortifères sont fermés. Et il faut mais quand on les ferme, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui tenaient ces commerces, qui tenaient ces mosquées, qui tenaient ces écoles ? Parce que les murs. Moi, je veux bien qu'on les ferme, les murs, mais c'est pas elles qui propagent les idéologies. Voilà. Donc, concrètement, ceux qui tenaient, en fait, ceux qui portaient, qui tenaient des propos anti-républicains. On a une justice dans notre pays. Il faut que la justice soit appliquée. Ils sont systématiquement poursuivis. Il faut que la justice soit appliquée. Il faut qu'ils soient poursuivis. Il faut qu'il soit poursuivi, qu'il soit condamné, qu'il ne puisse plus recommencer sur le territoire national. Et comme le disait M. De Vecchio tout à l'heure, s'ils sont en situation illégale, il faut qu'ils soient expulsés. Et nous expulserons et nous continuerons d'expulser les prêcheurs de haine en situation irrégulière sur notre territoire. Sur l'état de droit, il a évolué ces dernières années. Il y a quelques années, c'était le préfet qui décidait d'expulser telle ou telle personne. Aujourd'hui, on a confié ça à des juges. Peut-être qu'il faut remettre ça dans la main du préfet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de contrôle, mais il faut un contrôle a posteriori. S'il y a réellement des abus, le juge pourra statuer, mais je pense qu'il faut agir vite et redonner de l'efficacité à l'État. Écoutez, moi, le gouvernement fait avec ce qu'il a comme loi. Et moi, je ne crois pas du tout à un résultat merveilleux de la part du gouvernement, comme des autres d'ailleurs, parce que depuis 30 ans, c'est la même chose. Là, on tape sur Macron, mais les autres avant ne sont pas mieux, les socialistes et la droite, donc sur ce sujet-là. Moi, je crois beaucoup plus à un travail de fond, c'est-à-dire fermer des mosquées, ok, mais administrativement, c'est 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces mecs-là qui font de la prédication ? Fermer les écoles coraniques, etc. Tout ça, on connaît, les services de renseignement ont des informations en pagaille. Donc on les a tous identifiés, concrètement. Si on était en Chine ou en Corée, je vous assure que le lendemain, c'était tout fermé. Bon, bref, on est en démocratie, avec tout ce que cela comporte. Le soulèvement fusillé. Au pire. Non mais c'est vrai. À un moment donné, il faut se rendre. On est dans une super démocratie. C'est une catastrophe. On paye notre liberté, etc. Moi, ce que je crois, c'est un véritable travail de fond. Et je vais vous dire, je vais ramener un petit peu la casquette à moi. Moi, je travaille depuis 30 ans dans les quartiers Red Aventure. D'ailleurs, je travaille sur Saint-Ouen, sur ces aspects rapprochement jeune police avec le dispositif Force Aventure. Et Argenteuil aussi. On essaie de faire parce que Argenteuil a été très touché par le terrorisme. C'est un peu la capitale de tout. Bon, bref, malheureusement, les élus actuellement travaillent beaucoup avec nous, mais avec d'autres associations. Moi, ce que je crois, c'est le travail de fond sur le terrain. Ce que fait mon association avec mes 250 policiers, c'est être à travailler sur le terrain comme des malades, à prendre la place de ceux qui l'occupent actuellement et qu'on a laissé faire. Vous le savez, monsieur le maire, vous connaissez ça. Et c'est là où on trouvera des solutions. On va pas trouver les solutions qu'avec des lois. On a porté l'uniforme. On connaît les difficultés de terrain. On demande. Alors, tu dis on parce que tu l'as porté. Oui, parce que je l'ai porté. Les services demandent de plus de moyens en termes juridiques. C'est exactement ça. De pouvoir nous protéger. Et ça ne fonctionne pas. Comment une police municipale, encore aujourd'hui, en 2021, ne peut pas être en civil ? Les quartiers de reconquête républicaine, par exemple, sur les QRR, absolument. Donc, c'est très bien. Nous, on a eu le Premier ministre qui est venu, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, c'était génial, etc. Vous êtes habitué. Mais 25 personnes. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et là, vous avez complètement raison, je rejoins. Mais évidemment. Et c'est 10 000 à l'échelle nationale. Oui. Ça n'a jamais été fait avant.
Non mais d'accord, mais on n'est pas dans du Mais ça sera benchmarking. pas Là, si j'ai bien compris le débat, c'est comment on fait pour avancer les choses, C'est la pour sortir de société qui doit l'inertie. avancer ensemble. Voilà, pour faire Ce du. qui veut dire que c'est plus de policiers Ah, mais municipaux, exact- plus mais d'éducateurs mais spécialisés. moyens En fait, c'est juridiques. plus de Et- tout. et ce qui- En fait. Non, mais- Plus d'écoles, plus de Mais profs. pourquoi on Est-ce pose- qu'on a les moyens? Mais pourquoi on pose pas la question, et c'est exactement l'objet de votre première intervention. Ouais, je sais que de l'intervention de tout à l'heure de Malik, c'était comment on arrive à mettre autour de la table, parce que les solutions existent, mais c'est de la coproduction. Et déjà, comment on arrive à travailler avec le milieu associatif. Il y a l'aspect préventif, il y a l'aspect coercitif au niveau législatif, j'entends bien. Effectivement, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui est dans une situation illégale doit rester sur le territoire français? Moi, je vous dis s'il n'a pas honnêtement, vocation à rester. tranquillement, en étant progressiste, absolument. Quand vous êtes aux États-Unis, quand vous avez la green card ou quand vous l'avez pas, on vous expulse. Bon, au bout d'un moment, en France, On a trop d'état d'âme par rapport à ça. et Philosophiquement, on a trop d'état d'âme. Moi, je me bats pour les libertés, je me bats pour l'égalité, je me bats pour la fraternité et je me bats pour la justice. Mais je suis fier du drapeau bleu-blanc-rouge, comme je suis fier de mes origines maghrébines. Je suis fier de mon drapeau bleu-blanc-rouge, mais c'est pas n'importe quoi le drapeau bleu-blanc-rouge. Donc au bout d'un moment, si vous êtes en situation illégale, et si jamais on est en incapacité à faire respecter l'arsenal législatif, soit on le durcit, ou soit on met plus de moyens pour le faire respecter. Voilà, basta. Ensuite, l'autre élément, comment on arrive à travailler de façon en coproduction avec les acteurs qui sont en frontal. Nous, quand le môme, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans, avec un sociologue, avec un responsable politique, avec des anciens flics, avec des anciens de la justice, on est en capacité à 80% de vous dire est-ce qu'il va être en zone grise, en zone noire ou en zone blanche. Avec la parentalité, avec les fréquentations, l'endroit où il habite. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis les solutions existent, c'est de la coproduction. Et là, pour le coup, Emmanuel Macron avait raison quand il disait on met une tonne de fric. Parce que c'est de la gestion politicienne. Mais c'est de la gestion politicienne. Au bout d'un moment, moi, ce que je dis, c'est si on arrive à mettre autour de la table des acteurs du terrain, sans faire de la démagogie à 2 francs, bien identifiés, parce que la politique du grand frère, exactement, et je vous rejoins, parce que la politique des grands frères des années 80-90, où derrière on dit tiens, je connais bien Kevin, Chloé, Malik, Moussa, c'est des grands du quartier, on donne et ça va bien se passer. Fin de l'histoire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, on a trop acheté la paix sociale et on ne s'est pas réellement occupé des difficultés dans les quartiers populaires. Absolument. Dans les quartiers tout court. Dans les quartiers tout court. Parce que quand vous analysez aussi sociologiquement, il n'y a pas que des pauvres, il y a aussi des classes moyennes qui. La parentalité joue un rôle hyper important. Énormément. La monoparentalité qui nous a causé de gros problèmes. La fracture du lien. De famille parentale. Et j'ajouterais, permettez-moi, monsieur Le Vert, excusez-moi de vous couper, et en même temps, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que c'est un travail de la société ensemble, tous ensemble. C'est pas que les députés, que le gouvernement. Le gouvernement, tout seul, il fera rien. On a besoin de lois. Il fait ce qu'il peut. On a besoin de lois pour Et de les faire appliquer derrière. Les familles, les élus. Parce que parlons un petit peu des élus aussi. Moi, ça fait 30 ans, j'ai travaillé assez sur les quartiers pour connaître un petit peu le comportement des élus de gauche comme de droite. Le clientélisme par rapport à toutes ces mouvances fréro-salafistes. Donc islamo-gauchisme, islamo-droitisme aussi. Comme vous voulez, tu peux faire. Oui, Jean-Christophe Lagarde, par exemple, on peut le qualifier d'islamo-droitisme. d'islamo-droitisme. Des petites associations qui se sont installées très subtilement, mais très intelligemment. C'est l'attaquant, ce qu'on appelle. C'est comment infiltrer les quartiers et prendre la place des acteurs associatifs propres que nous sommes, nous, pour essayer d'insulter. Ou des acteurs religieux. Des acteurs religieux, qui ont pris notre place, des associations qui travaillent sur le vivre ensemble, sur la citoyenneté, etc. La solidarité. Le travail, on trouvera la solution, encore une fois, qu'en faisant du travail de fond. Le reste, c'est utile, mais ce n'est pas la solution, à mon avis. Donc montrer les muscles, c'est intéressant, mais ça suffit pas. Mais bien sûr que non. L'idéologie. Mais comment voulez-vous lutter contre une idéologie? On peut faire des lois, on peut faire tous les trucs. Les barjots. Ces gens-là, il faut les transformer à un moment donné, dire aux gamins non, c'est pas bon, ça, tu vas pas dans le bon endroit. C'est ça le travail. C'est remettre aussi la philosophie. C'est les empêcher de tomber. C'est remettre un petit peu, pas un petit peu. J'aime pas le mot un petit peu. Faut remettre de la morale aussi. Où est le bien, où est le mal. Et aujourd'hui, il y a toute une génération, moi je vois ceux qui sont nés dans les années 2000, où la frontière entre le bien et le mal, elle est tenue, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux qui ne sont pas régulés, où ils tombent sur des trucs complètement vous savez, en vous écoutant, on est presque tous d'accord sur les causes, sur les effets. On n'a pas entendu Alexandre. Alexandre, je t'ai senti très distant sur le discours. D'ailleurs, ça a reculé sur ta chaise. Ouais, t'as pris une petite distance. Non, pas d'accord. Sur la question du communautarisme, du clientélisme, etc., on est parfaitement d'accord. Sur la question des bienfaits et des limites de la politique de la ville, dans les bienfaits, il y a eu effectivement le changement des infrastructures, etc.,
Je pense de vivre dans un lieu plus digne, c'est essentiel, mais dans les trucs moins bien, il y a eu le financement de tout et n'importe quoi et d'associations qui étaient tout sauf républicaines ou tout sauf pour un réel vivre ensemble, qui étaient en réalité des chevals de Troie communautaristes. Donc effectivement, il y a tout ça. Il y a un point où ça me gêne presque d'y revenir parce qu'on va croire que c'est une obsession personnelle, mais je pense que ça ne peut pas être décorrélé. Manuel Valls, qui n'est pas forcément mon modèle, parlait de politique de peuplement. Ça ne peut pas être décorrélé de cette question-là, y compris, je parlais tout à l'heure de politique de la ville. C'est les acteurs de terrain eux-mêmes qui le disent, vous le savez très bien, monsieur le maire, qui disent on a changé les immeubles, etc. Mais à partir du moment où la population est toujours la même, il y a quand même des problèmes d'intégration culturelle qui concerne parfois même des gens pas immigrés. Ça, vous avez raison quand vous parliez de l'éducation, etc. Une ghettoisation de noirs et d'arabes. Une ghettoisation de pauvres, c'est ça le problème. Mais est-ce que c'est pas devenu la même chose, malheureusement? Oui, parce que. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas ajouté de la pauvreté à la pauvreté? Mais le problème, c'est qu'on ajoute de la pauvreté à la pauvreté. Parce que les pauvres dans la cité, c'était des noirs et des arabes. Il y a des parcours méritocratiques qu'il faut mettre en avant, qui sont super, des gens qui en sortent. Mais ça, j'aime bien. Vous avez des gens qui en sortent. Non, mais ça, oui, mais ça, il y a des gens qui s'en sortent. Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Je veux dire, il y en a plein qui s'en sortent, mais quand ils s'en sortent, souvent quand ils s'en sortent, ils quittent le quartier parce que c'est comme ça, c'est la vie, et tant mieux pour eux. Et à juste raison. Et d'autres arrivent. C'est pour ça que je disais que c'est pas possible. Donc là, vous posez la question de la mixité sociale, in fine. Oui, mais la mixité sociale, elle s'obtient pas. On peut pas mélanger les populations par la force. Ça se décrète pas, même s'il y a une politique de logement social qui faut être mise en place. Elle doit être respectée dans les villes riches. Et à mon avis, moi, je suis pour un double quota, c'est-à-dire que les villes pauvres, il devrait y avoir un maximum autorisé de logements sociaux, 60% parfois, et les villes riches un minimum appliqué. On préfère payer des amendes. Donc ça, on est d'accord. Mais ensuite, il y a quand même la question des flux. Si vous déversez des populations en difficulté, parce que les gens qui arrivent viennent de pays en difficulté, de pays pauvres, qui sont parfois en guerre, etc., vous rajoutez de la difficulté. Donc la lecture, elle est économique, elle n'est pas ethnique. Elle est économique. Mais bien sûr qu'elle est pas économique. Vous allez à Istanbul, quand vous arrivez à Atatürk, vous voyez les cités, vous comprenez que derrière un terreau de terroristes. Quand je dis immigration, ça ne veut pas dire ethnique, je l'ai encore dit. Vous n'êtes pas parce que vous êtes beurre, moi je parle pas de flux. Vous n'êtes pas un terroriste par essence. Mais quand vous venez d'un pays en difficulté ou en guerre, effectivement, vous arrivez en difficulté. Oubliez la lecture immigration. Parlez simplement de social. Ethnique, c'est une lecture de flux de population, tout simplement. Mais j'entends, mais pourquoi, monsieur le maire, dans ce discours, on doit retirer la séquence immigration qui peut poser peut-être un problème? Mais encore une fois, le problème, il n'est pas basé sur les flux migratoires, il est social. Quand vous faites une concentration de pauvres, qu'ils soient pauvres sur 100 générations ou qu'ils soient pauvres sur 10 ans parce qu'ils viennent d'Éthiopie ou d'Afghanistan ou du Pakistan, peu importe. Mais Karim, est-ce qu'on a besoin toute la pauvreté du monde? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La question de politique d'immigration, pas de terrorisme nécessairement. Exactement. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui la France peut en fait se permettre d'accueillir autant d'immigrés? C'est peut-être ce que vous essayez de soulever, Alexandre. Parce qu'effectivement, on a. Moi, je suis assez d'accord sur la question en fait économique. On a absolument la question qui se pose aujourd'hui. Mais si elle est économique, est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'offrir un emploi et un logement à toutes les personnes qu'on accueille? Ça dépend des emplois. Ça dépend des emplois. Vous allez voir par exemple sur dans le domaine médical, des infirmières, des infirmiers. C'est la raison pour laquelle on a dû appeler des infirmiers, des infirmières espagnols, des Roumains. Dans le high-tech par exemple, un secteur que je connais relativement bien, dans la cybersécurité. Aujourd'hui, si on veut assurer le fleuron de la souveraineté à la française pour assurer la protection de nos data, parce que c'est un vrai problème de souveraineté, il faut qu'on mette le paquet sur nos ingénieurs. Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'ingénieurs. Donc on va devoir faire appel à une main-d'œuvre immigrée. Et les plus forts, c'est les Roumains. Choisi au final? Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Mais comme ça a été fait dans les années 70, comme ça je t'avais fait. Aujourd'hui, en période de reconstruction, mes parents ils sont venus en France pas parce que c'est pas tabou, parce qu'ils étaient patrons de la NASA, ils sont venus parce que il fallait construire des routes. Il fallait construire des routes et des cités. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que il faut se réadapter. Sans tabou. Je pense que l'État en soi a envie de faire les choses. Évidemment, on parlait tout à l'heure de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui a fait des choses intéressantes. Absolument. De Borloo, c'est Borloo qui avait lancé ce plan. Et là, on lance l'ANRU à Saint-Ouen. Vachement intéressant parce que ça a rénové des endroits. On peut pas l'enlever. Le seul souci qu'on
n'a jamais été capable de faire le service après-vente social. Moi, je l'avais dit à Gérard Hamel, qui était député maire de Dreux et qui était le président d'ANRU. Je lui ai dit, c'est super ce que vous avez fait tous. Vous avez juste loupé un truc, c'est le service après-vente, c'est-à-dire l'accompagnement des familles, etc. Bon, faire des beaux immeubles et tout, c'est super. Les quartiers qui se sont rénovés et je trouve ça bien. On aurait dû le renforcer, ça a été renforcé à un moment donné, mais encore une fois, il y a tout un pan à côté à faire pour pouvoir intégrer tout ce monde. Et encore une fois, ça passe par les gens du terrain. On ne s'en sortira pas autrement qu'à travers des lois, etc. Non, terrain, mais aussi l'État. L'État avec des fonctionnaires qui connaissent le terrain, mais vous l'avez dit sur les associations, méfiance quand même. Oui, bien sûr. Plus de moyens, plus de structures, plus de gens compétents. On en reparle immédiatement dans l'actu autrement. Alors Malik, tu voulais rebondir avec une question avec Fiona Lazare. Je voulais poser une question à Madame la députée. En écoutant le discours, j'entends beaucoup de « il faut », mais très peu de « on fait ». Et il est vrai qu'aujourd'hui, comme dans tous les sujets, comme dans le Covid, comme dans tous les sujets, les Français saturent sur ces questions-là. Et on avait le sentiment quand même qu'avec ce nouveau gouvernement, avec une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, on s'était dit que ça allait avancer plus vite. Et on se rend compte qu'en regardant un petit peu dans les commissions, dans les papiers, dans les propositions qui sont faites, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas et qui n'avancent pas. Pourquoi vous qui êtes aux responsabilités? Parce que vous êtes aux responsabilités. Je suis obligé de Nous sommes aux responsabilités et nous les assumons. Et nous avons pris beaucoup de mesures depuis le début de ce quinquennat, justement pour renforcer la cohésion sociale, pour lutter contre la ghettoisation, pour organiser un mieux vivre ensemble, une meilleure cohésion sociale, particulièrement dans nos quartiers populaires. On a parlé de l'ANRU tout à l'heure. Le fonds de l'ANRU a été très largement amplifié. Donc les travaux de rénovation des quartiers prioritaires se poursuivent dans un certain nombre de territoires. Il y a la question des bâtiments, on en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas que la question des bâtiments, il y a la question de ceux qui vivent dans ces bâtiments et ce qu'on fait pour ces personnes-là. Et très concrètement, moi je pense qu'il y a une des mesures phares qui a été prise depuis le début de ce quinquennat, qui est une mesure essentielle, c'est la question de l'éducation. Lorsqu'on dédouble des classes de CP, CE1, grande section de maternelle dans ces quartiers populaires, sur ma circonscription, Argenteuil-Beson, c'est plus de 200 classes qui sont concernées. Donc 200 classes avec un enseignant pour 12 élèves. Eh bien, croyez-moi que même si c'est une mesure d'investissement social de long terme, je suis convaincue que ça va porter ses fruits. Parce qu'on va avoir des gamins qui vont sortir de l'école, ils auront les bases, ils seront ils seront plus enclins à poursuivre en études supérieures et à trouver un emploi et donc à ne pas rester dans un environnement qui va les conduire à de la petite délinquance et autres. Donc ça, c'est une mesure de long terme dans laquelle on met beaucoup d'argent et c'est une bonne chose et il faut continuer. Mais Madame la députée, Emmanuel Macron a été assez plébiscité dans les quartiers populaires et on a quand même passé un certain nombre de temps à parler de ce fameux plan Borloo numéro 2 qui a été Manu Militari jeté à la poubelle. Est-ce que depuis... même si j'entends la question du développement des classes et aussi la question des cités éducatives, mais est-ce que c'est suffisant quand on voit l'ampleur de la tâche et je pense que vous et moi on va se rejoindre sur le niveau des difficultés. Est-ce que aujourd'hui on n'a pas décidé de sacrifier encore une fois ce quinquennat, ces territoires et de se dire bon, ça vote peu, on verra pour le quinquennat d'après. Il faut surtout pas dire ça, il faut surtout pas l'imaginer. On peut se poser la question. C'est une de nos priorités. Vous savez, on a parlé de ce plan Borloo qui a été vu comme avorté, mais finalement, si on regarde le détail de ce qu'il y avait dans le plan Borloo et ce qui est mis en œuvre, finalement, 80, donc on l'a avorté, mais on l'a fait quand même. 80-90% est en train de se mettre en place. Donc oui, on peut dire qu'on fait les cités éducatives, très concrètement. On en a mis en place plusieurs dizaines sur le territoire national. Ça va continuer. C'était une mesure du plan Borloo. Donc il y a le plan Borloo, mais il n'y a pas que le plan Borloo pour les banlieues. Si on regarde les emplois francs, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ça marche encore, les emplois francs. Mais ça marche encore et ça marche de mieux en mieux. Vraiment. On vient apporter des subventions publiques aux entreprises qui vont aller embaucher des jeunes et des moins jeunes des quartiers populaires. Et d'ailleurs, avec cette période de crise, on additionne les primes emploi francs avec les primes pour les entreprises pour encourager à quel moment on crée une véritable économie dans ces quartiers? À quel moment on arrête de subventionner l'économie? On essaye réellement de la faire émerger. Est-ce que cette perfusion continuelle, elle est pertinente? Je ne sais pas si on peut parler de perfusion. Mais économiquement parlant. Non, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a plus de chômage dans les quartiers prioritaires. C'est une réalité. C'est une réalité à laquelle il faut qu'on apporte des solutions. Alors, je vous parlais des emplois francs, mais parlons aussi de tout
tout ce qui est fait sur la formation. Quand on a mis dans la loi Pénicaud un objectif de former 1 million de jeunes, de mieux les former, 1 million de jeunes, 1 million de chômeurs, tout ça, ça va retomber très concrètement sur les jeunes des quartiers prioritaires. Quand on développe l'apprentissage, c'est pas uniquement pour les jeunes des quartiers prioritaires, mais eux aussi vont pouvoir bénéficier de l'apprentissage, se former et derrière trouver un job. Donc voilà, c'est pas que le plan Borloo, le plan pour les quartiers populaires, ça se retrouve dans plein de mesures qui sont prises de manière nationale, mais aussi pour les quartiers prioritaires. Et je crois que voilà, les emplois francs, les dédoublements des classes, les quartiers de reconquête républicaine, l'ANRU, tout ça, mis bout à bout. Le CIP, bien sûr. Le comité interministériel de prévention de la délinquance et la radicalisation. Moi, je suis un mec pragmatique. Je suis un élu, un petit élu. Je suis un maire d'un village. Donc, mais je ne vais pas taper sur le gouvernement systématiquement parce que c'est trop facile, compte tenu des circonstances. Mais le CIPDR qui a été mis en place là est vachement intéressant pour les communes, etc. Puisque ce fameux comité aide des associations sélectionnées. Javier en fait partie d'ailleurs, mais d'autres grosses associations pour vraiment travailler et à qui on demande des comptes. C'est ça l'essentiel, parce qu'à un moment donné, monsieur, qu'est-ce qu'on fait ? On vous donne de l'argent, mais qu'est-ce que vous faites ? Monsieur le maire, une question. Pour de la prévention, je parle. Je vous ai vu sur le discours un peu sceptique. Il y a deux choses. Déjà, premièrement, est-ce que vous, dans votre conseil, vous avez un conseil local de sécurité ? Vous savez, ces conseils. Ouais, c'est la SSPD. J'ai relancé. Vous avez relancé, qui avait été peut-être retiré. Il est totalement mis en morlante par mon prédécesseur. D'accord. Donc ça veut dire que là, vous repartez sur votre champ et vous dites maintenant, il faut que ça fonctionne. Il faut remettre des acteurs de terrain autour de la table. Avec des personnes comme les personnes qui sont autour de cette table, c'est-à-dire des personnes pragmatiques, qui ont une vision. On n'est pas forcément tous d'accord, mais derrière, on partage tous un idéal qui est réappropriation de l'espace public en mutualisant les compétences, la prévention, la sécurité, la justice. Mais là où c'est compliqué pour les nouveaux députés, c'est ils ont de l'énergie, ils ont de la passion, souvent ils ont de la compétence, souvent ils sont armés intellectuellement. Mais le gros problème, c'est que En Marche, c'est à peine 5 ans, 6 ans. Oui. Ils n'ont pas les réseaux. Ils n'ont pas le savoir-faire. Et ils ont un gros problème de maturité politique. Et ils sont là, et c'est pas du tout critique. Moi, j'ai été élu pendant 20 ans, entre 95 et 2014. Si jamais j'avais été élu de nouveau maire, au bout de 1er juillet, honnêtement, j'aurais été complètement dépassé. Oui, il faut dépassé parce que monsieur le maire, je crois. Mais vous avez complètement raison. Non, mais c'est la raison pour laquelle nous on dit que la réussite, c'est de la coproduction, et on travaille. Quand on va voir le ministre de l'Intérieur, on lui demande plus de personnes, plus de policiers. On les a, on le remercie. On travaille avec Pécresse, on travaille aussi bien avec le département qui est de la même couleur politique que moi. Le débat n'est même plus là. On parle vraiment de logique républicaine. Mais une fois qu'on a dit ça, on a aussi vraiment, j'insiste là-dessus, on a un problème faut pas sous-estimer le fait qu'on a un gouvernement et on a une équipe parlementaire qui est totalement jeune, très jeune. Alors, ils se défoncent, ils font ce qu'ils peuvent, mais franchement, monsieur le maire, ils ont géré le Covid, ils sont dépassés par les événements. Vous vous souvenez, monsieur le maire, au commencement, on leur avait dit. Ils ont le Covid et les terroristes. Oui, mais ils n'ont pas d'expérience. Monsieur le maire, on nous avait dit que c'était le nouveau monde, que tout était génial. Qu'il fallait plus de politique professionnelle. Alors, dans cher Malik, qu'est-ce qui est sorti pendant la crise ? Moi, j'ai bien analysé ça de façon, on va dire, chirurgicale pendant le Covid, parce qu'on avait un petit peu que ça à faire campagne parallèle et analyser les prises de parole. Bruno Le Maire, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas du tout moi. Bruno Le Maire, Édouard Philippe et Darmanin. Bon, les trois qui ont une formation politique de parti. On aime ou on n'aime pas. C'est-à-dire qu'ils sont formés à être aux responsabilités. Les gens solides. Ils sont formés à être aux responsabilités. Vous voyez les autres ministres, ils sont dépassés. Ils sont dépassés parce qu'ils savent pas gérer. Vous pouvez être le meilleur directeur général, vous pouvez être un super bon animateur, un bon médecin, un bon cardiologue, mais encore une fois, être aux responsabilités, ça ne se revendique pas. C'est un problème de casting, Madame Lazare ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de problème de casting. Vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de réseau locaux qui dire que nous soyons dépassés par les événements. Vous devez avoir des réseaux locaux que vous n'avez pas. Nous prenons des décisions fortes, des décisions courageuses depuis le début de ce mandat. Nous continuons. Nous avons fait face à différentes crises, le terrorisme, le Covid, les gilets jaunes, etc., etc. Nous faisons face, nous prenons des mesures et nous faisons en sorte qu'elles soient appliquées sur le territoire. Et tout cela avec beaucoup d'humilité, mais c'est notre responsabilité, nous l'assumons. Bon, Alexandre, on a un gouvernement qui est dépassé. Les gilets jaunes, le terrorisme, le Covid. La Covid. C'est qu'une question de casting. Je pense que c'est pas propre à ce gouvernement. Les problèmes s'accumulent quand même depuis des années. Le problème des gilets jaunes. Je parle de gestion, Alexandre. Je parle de gestion. La fameuse de France oubliée, etc. Donc là, la gestion est peut-être encore plus chaotique que d'habitude, mais elle s'aggrave. Et il y a une responsabilité collective.
d'une élite entre guillemets, parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, pour moi, ne sont pas fondamentalement différents de ceux qu'on avait avant. Ça, c'est quelques personnalités de la société civile, mais c'est des personnalités de centre-gauche et de centre-droit qui partagent l'idéologie des gens qui ont été au pouvoir pendant ces 40 dernières années. Donc, je pense qu'ils ont leur responsabilité, que la gestion n'est pas bonne, mais qu'ils ne sont pas les seuls et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est dans la continuité de quelque chose qui ne marche pas, plutôt que quelque chose qui serait nouveau et qui marcherait moins bien que ce qui a été fait avant. Ouais. Juste un mot sur ce qu'il faut faire. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là sur ce qu'il faut faire, ce qui est rare. Ce qui est très rare sur un plateau. Pour des sensibilités vraiment différentes. J'ajouterais un élément qui coûte 0 centime quand même et qui me paraît très important, parce que je pense qu'il y a sans doute un problème d'intégration sociale, mais je l'ai dit tout à l'heure, d'intégration culturelle, d'appartenance. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'ethnie et avec les origines. Et je pense que faire aimer la France, reparler de nation. Tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez parlé de bleu, blanc, rouge. Ça me paraît être quelque chose de bien. Comment intégrer des gens si on leur explique que notre pays fait tout mal, les a maltraités, est raciste, etc. Leur faire aimer la France, je pense que c'est une bonne chose et un préalable, un changement d'état d'esprit global, sortir du discours victimaire, de la stigmatisation, dire maintenant vous êtes avec nous, mais vous partagez une partie de notre histoire, vous projetez dans l'avenir. Vous êtes nous. Exactement, voilà, c'est ça. C'est vous êtes nous. C'est vous êtes nous. C'est vous êtes nous. Non, mais c'est important. C'est important. C'est important sur le rapport. Vous êtes nous. Mais vous êtes nous, mais on entend des corps sur ce que nous sommes. Nous sommes tous. Nous sommes unis. Voilà, il y a une question qui est importante. C'est vrai que là, aujourd'hui, dans le débat politique, public même, on entend France ou République. Et vous venez de faire encore une fois une distinction entre les deux. Il faut mettre un peu plus de France et pas assez de République et vice-versa. Et j'entends beaucoup d'intellectuels de droite et d'autres plateaux venir nous dire on parle plus assez de la France. Oui, et en plus, moi, je suis plutôt j'ai voté chevènement. Enfin, j'ai pas voté puisque je n'avais pas l'âge, mais je suis plutôt chevènement. Vous êtes en train de vous confesser. Je suis plutôt de nos religions, de la religion républicaine, d'une certaine manière. Mais je pense, comme Peggy, que la République, c'est notre royaume de France. Et donc, on a l'impression aujourd'hui qu'on utilise le mot République parce qu'on a honte du mot France. Ça, c'est pas possible. C'est ça la question. Mais est-ce que ça s'applique pas même au-delà des nouvelles générations ou des enfants d'immigrés, parce qu'on a quand même une culture un peu anarchiste. Ça va au-delà même de. Je sais pas si c'est une culture anarchiste. Je pense que la honte du mot France est là pour le coup une culture qui date des années 80. Avant, c'est après-guerre. Ou même c'est le problème de la guerre. Oui, effectivement, c'est-à-dire que. Il y a une espèce de culpabilité qui est d'ailleurs française mais occidentale, où il faudrait se repentir de tout notre passé. Il y a des heures sombres dans l'histoire de la France et dans l'histoire de l'Occident, mais il y a aussi des heures lumineuses, et il faut le rappeler, je pense, de temps en temps. Donc il n'y a pas d'avoir honte, de parler de la France, c'est pas un réflexe raciste, pétainiste ou je ne sais quoi, c'est juste un réflexe patriotiste, et tous les pays du monde ne sont pas patriotes. Enfin, les Algériens, on l'a vu parfois en France, qui est là pour le coup plus problématique, sont les premiers à sortir le drapeau quand ils gagnent au football, et le patriotisme ne se réduit pas au football, mais être fier de son drapeau, c'est quelque chose de propre à tous les pays du monde. Mais on le voit quand l'équipe de France gagne également. Oui, on le voit, mais depuis 98, grâce à Zidane. Oui, mais encore une fois, ça se réduit pas au football, et dire République à la place de la France, je pense que c'est mauvais. Le problème on en a parlé quand on parle des signes ostentatoires, etc. On se réfugie derrière la laïcité, etc. Pourquoi on applique la laïcité? Mais la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Quand on dit que c'est inacceptable que quelqu'un sorte en burqa, en fait, c'est très clairement un problème d'identité. Ça nous heurte en tant que civilisation de voir les femmes bâchées, tout simplement. Et si on le disait clairement, je pense qu'on y gagnerait, et même on y gagnerait en lisibilité par rapport à ce qu'on attend, par exemple. Je pense que les premières victimes collatérales des burqas, c'est les femmes. Problème d'identité, Bruno Pomar ? Oui, un problème d'éducation, tout simplement. Quand vous parlez de la France, quand vous parlez du drapeau bleu, blanc, rouge, à un moment donné, et puis la gauche n'a pas été pour rien là-dedans. Quand on voit certaines déclarations de Benoît Hamon, on se demande s'il est sur la même planète que nous, ce monsieur. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Mais non, il ne faut pas avoir peur de mettre le drapeau bleu, blanc, rouge. Aux États-Unis, on dit c'est les beaux. D'ailleurs, on a voté dans la loi Blanquer le drapeau dans toutes les classes. Les gens sont traités de Front National, de France. Exactement. Parce qu'on a laissé ça. Parce qu'on a laissé ça à l'extrême droite. Mais bien sûr. Mais parce qu'on a laissé ça à l'extrême droite. Et c'est là où. Et c'est là où on a fait une erreur. Et l'extrême droite actuellement.
tranquillement fait son chemin, mais encore une fois, on n'a pas su mettre en avant nos vraies valeurs. Voilà. Bien sûr. Tout ça pour les questions idéologiques, de politique de basse secours, j'appelle. C'est clair. Et pendant ce temps, nous, les associations, on se bat comme des malades sur le terrain pour essayer de donner des valeurs. Et là, on se dit, waouh, que les politiques... Madame la députée, très court, ça veut dire qu'on a repris la conscience qu'il fallait reprendre le mot, se réapproprier le mot France et le transmettre à nos jeunes. C'est essentiel. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on en a pris conscience. Enfin, quand on a voté la loi de la confiance, la loi Blanquer, l'école de la confiance, il y a 2 ans, on a décidé de remettre les drapeaux bleu, blanc, rouge et les drapeaux européens dans toutes les classes de France, d'afficher la Marseillaise. Donc déjà, à ce moment-là, on a remis de la France, remis des valeurs de la France et quelque part ce sentiment de rattachement à la République française. Et rappelons-le, la nation est la République démocratique, laïque et sociale. N'oublions pas tout cela, parce que c'est tout cela la France. Oui, après, il faut que ce soit appliqué sur le terrain, parce que l'éducation nationale, sur ces sujets-là, moi je vous donne juste une histoire. Alors non. 20 ans, j'étais à Corbeil-Essonnes, quand j'ai voulu rentrer travailler policier dans un collège, on m'a jeté comme un malpropre. Non, mais ça, c'est pas Alors, on revient juste après la pub. On changera peut-être de pays, puisqu'on basculera aux États-Unis pour voir un petit peu les présidentielles. Mais on veut bien l'anecdote de Bruno Pourmard juste après la pub. Merci d'être à l'écoute de l'Actu Autrement. Nos invités au micro de ce soir, Alexandre Devecchio, journaliste et éditorialiste, Fiona Lazare, députée de la Reine de la 5e circonscription du Val d'Oise, Karim Bouamrane qui nous a quittés puisqu'il avait une réunion. Tu peux te remettre sur ton siège, Malik. Et Bruno Pourmard, ancien instructeur du RAID et président de l'association RAID Aventure. Je t'ai coupé méchamment, Bruno, tu parlais de ta petite anecdote. Oui, lorsqu'on parle de France, d'être unis tous dans ce travail que nous avons à faire d'éducation pour notre jeunesse, pour qu'ils soient fiers de ce pays et qu'ils défendent leurs valeurs. Moi, une anecdote, lorsque je travaillais sur Corbeil-Essonnes avec Serge Dassault, j'ai voulu aller en conquérant, façon de parler, dans les quartiers en tant que policier détaché par le ministère de l'Intérieur pour travailler sur ces quartiers pendant 8 ans. Et je me suis pris un but, c'est le cas de dire, par un CPE, au quartier des Tarterets, dont je me suis toujours pas remis. La preuve, parce que je vous en parle après 20 ans quasiment. Mais voilà, donc il y a une vraie responsabilité de tout le monde. Il y a une école qui a refusé, en fait, oui, que tu interviennes. Pourquoi un policier rentrait dans une école. Rendez compte, mais si c'était il y a 20 ans, c'est que depuis, ça se passe mieux. Heureusement, ça a évolué, mais il y a encore des réticences. C'est pas vrai, il y a encore des réticences. Il y a encore des réticences. Avec l'éducation pop, etc. Mais ça avance dans le bon sens. On a créé une action avec Malik sur les JAL, les jeunes ambassadeurs de la laïcité. Et beaucoup d'écoles, d'associations y ont participé, des foyers également, mais certaines écoles sont très très réticentes à parler de laïcité ou même à confier leurs jeunes parce que ils ont le sentiment de perdre un petit peu la question de l'éducation ou de l'instruction. Ou de l'ego, je sais pas. Peut-être. Malik, changement de continent. On va passer aux États-Unis sur cette élection présidentielle américaine. Alors, je sais pas pour vous, mais on a tous suivi ça comme une série Netflix. Moi, je suis devenu un expert un petit peu des grands électeurs, des démocrates, des républicains, du Texas, de la Floride. J'ai suivi ça. Ils ont réussi à attirer toute mon attention. Et c'est vrai que cette élection est un petit peu particulière, il faut le dire. C'est une élection qui pour le coup, avec un président Donald Trump qui a un comportement assez brutal, c'est-à-dire qu'il est très rare qu'on ait vu un président des États-Unis annoncer une victoire alors qu'il n'avait toujours pas gagné. Alors je sais qu'en France, et c'est très étonnant, il y a des partisans de Donald Trump. Alors quand je dis c'est très étonnant, parce que quand on regarde un petit peu l'échiquier médiatique, on se rend compte que la majorité des médias ou des chroniqueurs ou des intervenants soutiennent les démocrates et Joe Biden en réfutant un petit peu la présidence de Donald Trump. Sachant que d'autres experts et un ambassadeur de France qui est basé aux États-Unis nous avait indiqué que s'il n'y avait pas eu cette histoire de Covid, Donald Trump aurait été réélu majoritairement parce qu'il a de très bons résultats en matière d'économie, que les Afro-Américains sont plutôt satisfaits de sa campagne et dans certains même... Il y a quand même eu un mouvement Black Lives Matter qui a pris de l'ampleur. Mais qui a fait du tort, je pense. Qui n'était pas lié contre Donald Trump. Et je vais même aller plus loin, la Floride, qui était annoncée par tous les sondages, et tu sais ce que j'ai moi avec les instituts de sondage, les Latinos ont voté majoritairement avec Donald un Trump. clip de campagne que je vous invite à aller voir de Donald Trump. Alors ma question presque une caricature, à poser à Madame la députée, vous qui êtes élue de la République française, qui observez, parce que les Américains sont notre partenaire. Alors il est vrai qu'ils étaient un petit peu nos concurrents ces dernières années en termes d'économie, ils s'étaient tournés vers l'Asie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que Joe Biden se retrouve à 78 ans à la Maison-Blanche ? Écoutez, je pense que les Américains sont un peuple souverain et qu'ils vont décider, choisir souverainement leur prochain président de la République.
Est-ce que ce serait une bonne chose pour la France que M. Biden soit élu? J'ai envie de dire, nous le verrons, mais j'ai envie aussi de vous dire un exemple très concret qui, à mon sens, serait très positif. C'est que Joe Biden a indiqué que s'il était élu, il referait entrer les États-Unis dans les accords de Paris. Et là, très clairement, nous avons une volonté environnementale qui est très claire affichée en France. Si les États-Unis reviennent dans cet accord de Paris, très clairement, nous ferons un progrès collectif sur la question environnementale. Donc, de ce point de vue-là, ce sera positif. Donc, vous êtes plutôt Biden? Je suis plutôt pour que le peuple américain prenne ses décisions souverainement. Mais effectivement, cette élection est quand même particulièrement... Alexandre Devecchio, Biden, Trump, et puis surtout, qu'est-ce que ça change au final pour la France et nos rapports, en fait? Alors, le peuple américain est un peuple souverain. Il faudra respecter son vote, évidemment. Mais moi, je dois... Mais que Trump a aussi du mal à respecter, hein, parce que... Oui, après... Beaucoup de recours dans plusieurs États. On dit que c'est inédit. C'est pas si inédit que ça. On se souvient de l'épisode de la Floride, on se souvient d'Hillary Clinton la dernière fois, qui prétendait que les hackers russes avaient fait l'élection. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, et c'est un peu ce qui est gênant avec Donald Trump, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures. Alors certes, il est excessif, clivant, etc., mais je ne suis pas sûr que la diabolisation, je pense qu'il s'en sert d'ailleurs de la diabolisation, et c'est l'un des ressorts de son succès. Après, moi, ambassadeur quand même. J'ai observé le phénomène avec une certaine passion. Moi, je ne suis pas spécialement pro-républicain, justement. Le néoconservatisme à la George Bush était quelque chose auquel j'étais très opposé, mais je trouve que Donald Trump a fait des choses intéressantes. Il a remis justement la souveraineté, l'idée de nation au centre, l'idée de protectionnisme économique. Il a une intuition juste face à la Chine quand il disait qu'il y avait trop de mondialisation. On l'a vu avec la crise du Covid. Il s'est adressé... Chine qui l'a taxé. Les classes populaires américaines, et c'est ça qui est intéressant et qui devrait interroger le Parti démocrate, se sont majoritairement tournés vers Donald Trump. Le Parti démocrate a cessé d'être le parti des ouvriers et c'est devenu et Donald Trump a été les récupérer justement parce qu'il avait cette politique protectionniste-là. Donc il y avait une synthèse que je trouvais intéressante en politique étrangère. Moi je disais j'étais opposé aux néoconservateurs républicains. Il faut rappeler que dans le bilan de Donald Trump, ce sera le seul président américain de ces 50 dernières années qui n'aura pas déclenché ou mené une guerre. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est révélateur aussi. Il a rencontré le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Il a signé aussi l'un des accords très intéressants entre Israël et les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Exactement. Mais il n'a pas beaucoup non plus accompagné la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne. Il a joué cavalier seul. Voilà. Souvent. Alors pourquoi on est autant attaché à cette élection? C'est ça qui est très intéressant, Bruno Pomar. C'est pourquoi nous, les Français, on est toujours fixés vers les... C'est les États-Unis. On est sous la domination des États-Unis. Le monde entier est sous domination des États-Unis, quoi qu'on veuille. Et la France aussi. Les accords de Paris, entre autres, c'était un sujet quand même qui a fait réagir Macron là-dessus. Mais encore une fois, le personnage, c'est vrai, est surprenant. Alors, est-ce que Biden, la venue de Biden, quand on voit les déclarations qu'il a fait lorsqu'il... Vous allez me dire, c'est une anecdote peut-être, ça ne tient pas à une élection, mais de confondre sa fille et son fils... Oui. C'est un peu inquiétant, 78 balais. Certains disent qu'il n'est pas seul à gouverner. Il ne fera pas le mandat tout seul et que ça sera sa vice-présidente qui reprendra. Mais évidemment, il n'est pas seul. Quel que soit le résultat, enfin, la gouvernance du pays sera difficile vu le clivage qu'il y a. Enfin, les résultats sont si proches les uns des autres, même si on n'a pas encore les résultats définitifs. Mais Biden a annoncé qu'il serait le président de tous les Américains. Et de transition. Et là-dessus, c'est quand même un message qui est un message positif de rassemblement, d'unité. Et je crois que c'est ce dont ont besoin les États-Unis. Et Donald Trump l'avait dit. On a besoin d'unité. L'avait dit quand il avait été élu. Il avait eu quasiment la même phrase. Il faut être honnête, il ne l'a pas fait. Il a parlé uniquement à sa base et c'est sans doute un de ses échecs. America First. Mais non, America First, ça c'était partagé par tout le monde. C'était sa vision politique et ça on peut le comprendre. Voilà, on peut être contre ou pour, mais on peut le comprendre. Mais sans doute a-t-il il n'a pas essayé de chercher à convaincre ses opposants qui par ailleurs étaient également radicalisés. Et moi ce qui m'intéresse malgré tout dans ce vote, vous l'avez dit, c'est très serré et je pense que c'est ce qu'il va falloir reconnaître aussi si Biden veut vraiment rassembler les deux Amériques, c'est que le vote Trump la première fois n'était pas un accident de l'histoire. Je disais tout à l'heure la question des classes populaires qui ont vécu les désindustrialisations massives, la question des blancs, j'aime pas ce terme, mais américains, mais qui sont en quête d'identité, la question mais même des minorités. Ce qui est intéressant, c'est que ce coup-ci, les minorités ont voté plutôt pour
pas toutes, mais il a amélioré ses scores chez les minorités parce qu'il a donné de l'emploi à ces minorités-là, et que le quart le plus pauvre des États-Unis s'est enrichi sous Donald Trump, notamment aussi parce qu'il a baissé les impôts. Donc il y a tout ça dans Donald Trump, et je pense que les gens ont voté pour Donald Trump au-delà du personnage pour tout ça. Et ça, il va falloir le reconnaître et cesser de penser qu'il y a que les ploucs et les beaufs qui ont voté pour Donald Trump. Pourquoi les Français ont cette vision du président des États-Unis en s'imaginant que finalement, parce que là on se regarde, les résultats sont très serrés encore pendant l'élection, cela montre qu'il y a bien un clivage au sein des États-Unis sur ces questions-là. Qui est mondial d'ailleurs en réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est que David Goodhart, le politologue américain, parle de clivage entre le somewhere et les anywhere. En gros, les gagnants et les perdants de la mondialisation. Je crois que c'est le vrai clivage du 21e siècle. On l'a vu aussi se manifester pendant le Brexit, où on avait le même débat. Le Brexit a été voté, on a dit non, mais ils n'ont rien compris, c'était une erreur. Ensuite, il y a eu les élections européennes qui ont confirmé ce vote. Et ensuite, Boris Johnson qui l'a emporté largement aux législatives. Donc, il y a une partie de la population, les perdants de la mondialisation, qui ont adhéré. Il y a 30 ans, on leur a dit, vous allez vous enrichir avec la mondialisation. Et maintenant, ils voient que ce n'est pas le cas, que ça leur problème d'insécurité économique, de désindustrialisation, de délocalisation, insécurité culturelle également. Et donc, ils contestent ce modèle-là, et il faudra peut-être les entendre. Voilà, ils ont fait un diagnostic, ils ne vont pas changer d'avis. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont beaufs, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils sont perdants et qu'ils veulent plus de protection, et veulent que ça change à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout de même, parce que la particularité aux États-Unis lorsqu'il y a des élections, c'est que les gens affichent assez naturellement leur couleur politique, avec des pancartes devant chez eux. Oui. Mais en même temps, comme ils sont assez fervents supporters, y a une polarisation en fait, et parfois même l'impossibilité de gens à débattre entre eux, même les débats des hommes politiques. On a vu le dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump, l'avant-dernier, qui a été caricatural. Alors même si on a vu les nôtres qui étaient un peu spéciaux avec 13 ou 15 candidats, enfin néanmoins on a un niveau qui est particulier. Alors les médias ont aussi leur rôle, mais je crois qu'il y a une polarisation qui est réelle. Ça ne tient pas au fait qu'ils affichent leur couleur. C'est ce que je vous disais, c'est une polarisation qu'on trouve dans toutes les sociétés occidentales. Alors, là, on peut reprocher à Donald Trump, c'est peut-être d'avoir aggravé cette polarisation en étant parfois la caricature de lui-même. Mais de l'autre côté, il y a aussi un déni de démocratie. C'est-à-dire, pendant 4 ans, on a expliqué que Donald Trump n'était pas légitime. Sur le Brexit, nous a expliqué pendant 3 ans que les gens s'étaient trompés, qu'il fallait revoter ou revenir. Mais il y a eu des manifestations quand même, Alexandre. Hillary Clinton a parlé des déplorables à l'égard de ses opposants. Donc, il y a tout ça. Et donc, effectivement, il faudra peut-être que les républicains trouvent une personnalité moins clivante que Donald Trump, mais il faut à un moment donné que l'establishment, d'ailleurs, qu'il soit républicain ou démocrate, accepte qu'il y ait une vision du monde différente. Alors, 2 questions, Madame la députée. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que les réseaux sociaux ont censuré le président des États-Unis, le 45e président des États-Unis. Et les médias encore aujourd'hui. Les médias aujourd'hui qui ont coupé. Ce qui est quand même assez rare. Et j'ai une deuxième question aussi, c'est que même si Joe Biden remporte cette victoire, il s'avère que le Congrès reste encore républicain, et donc il va avoir du mal à appliquer toute sa politique. Est-ce que finalement, si on fait un transfert, c'est-à-dire si on se dit en France, est-ce que ça peut se produire pareil avec le Rassemblement national qui se considère anti-système et tout ça, est-ce que vous n'êtes pas inquiet un petit peu de cette projection américaine envers la France? Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est la question des réseaux sociaux. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la polarisation de la société américaine. Je crois que les réseaux sociaux et leur fonctionnement participent et encouragent cette polarisation. Ils arrivent à censurer, là. Ces bulles de réseau où finalement, vous retrouvez qu'avec des personnes qui être d'accord avec point de vue, et puis derrière effectivement il y a toutes les théories du complot qui se diffusent, qui se déploient sur les réseaux sociaux. Et puis effectivement on vit une situation incroyable. Vous avez le président de la République qui est censuré, le président de la République Donald Trump, censuré par Twitter. C'est la première fois que ça arrive à ma connaissance. Donc là encore, on se rend compte que les réseaux sociaux ont un pouvoir qui est extrême, et que nous devons... qu'il a dénoncé pendant tout son mandat. Trump a été c'était le président Twitter, n'oublie pas. C'était le président les fake news aussi. Oui, également. Mais quand vous avez un président comme ça qui s'oppose à ce point aux médias, d'ailleurs ils n'ont eu de cesse de le contredire pendant tout le mandat, donc c'est un peu compliqué. D'où l'importance de ce pouvoir aussi, ce quatrième pilier, ce quatrième pouvoir que sont les médias et les journalistes, même si Trump n'a eu de cesse de les critiquer. Il est important que les médias, les journalistes fassent leur job de remettre la vérité devant les électeurs. Et encore une fois, ce matin, quand on voit que le président de la République américain, candidat, fait son discours et que les médias
le coupe parce que pleine conférence de presse. En pleine conférence de presse, parce qu'il a des propos qui sont faux et que les journalistes le coupent en plein discours. Ça ne s'est jamais vu. Donc voilà, c'est aussi la responsabilité des médias, et je pense que, encore une fois, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce quatrième pouvoir puisse s'exercer. Je n'ai pas compris votre position. Vous êtes pour ou contre sa censure? C'est pas une censure. C'est pas une censure. Les journalistes dénoncent des affirmations qui sont fausses, et c'est là le rôle des journalistes. S'ils avaient dénoncé des informations qu'ils jugeaient fausses, là, ils étaient dans leur rôle de journalistes. On laisse parler le président. On laisse parler le président. Tous les présidents ont menti. Je ne vais pas revenir sur l'affaire des masques en France. On a laissé le gouvernement parler. Ensuite, on a débattu. On a fait preuve on n'a pas censuré au préalable, encore moins des GAFA qui n'ont aucune légitimité pour le faire. Et en plus, stratégiquement, de la part des médias, je pense que c'est une erreur incroyable. Il faut se mettre à la place d'un électeur de Trump. Il se pose comme un véritable pouvoir, les médias. C'est un électeur qui se sent pas représenté justement par les médias, qui trouvent que les médias défendent le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, sont méprisants à leur égard, n'ont pas reconnu leur vote, et on censure leur président. Enfin, si vous voulez accréditer le discours de Trump, un peu complotiste, qui dit l'élection a été truquée, vous ne pouvez pas faire mieux que ce qui a été fait. Donc je pense que c'était une erreur fondamentale et que le système médiatique devrait s'interroger sur son fonctionnement. Bruno, à votre avis, jusqu'où ira Donald Trump Est-ce qu'il sera en capacité d'accepter sa défaite? Non, je pense pas. Non. Il va user de tous les pouvoirs tous les recours qu'il a. C'est-à-dire pour les recours, évidemment, pour pouvoir évidemment contrer. Mais bon, vu les résultats actuels, là, je crois que Biden est à 6 grands électeurs de la victoire. Un petit peu moins, ouais. Bon, et Donald Trump est à plus de 30. Donc l'affaire est dans le sac. Mais c'est vrai que l'affaire des médias pose vraiment question. Ça, c'est sûr. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités de ce soir. Donc Martin Blachier, médecin en santé publique et épidémiologiste, qui nous a quittés. Karim Bouamrane, maire de la ville de Saint-Ouen, Alexandre Devecchio, journaliste et éditorialiste, Fiona Lazare, députée de la REM de la 5e circonscription du Val d'Oise, et Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID et président de l'association RAID Aventure. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site beurrefm.net. À la semaine prochaine, en compagnie de mon très cher Malik, qui est tout. À vendredi prochain. Au revoir. Retrouvez l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.